Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Avant de commencer, je voulais faire une petite annonce. On est sur le line-up, sur la programmation du Minifest 2022. Sans Présentation va présenter un épisode live le 17 juin à 9h à la Maison de la Culture d'Hochelaga Maisonneuve. Ça va être malade, j'ai vraiment hâte d'essayer, voir qu'est-ce que le podcast donne devant public. Ça va être vraiment cool. Si jamais vous voulez réserver vos billets, vous avez qu'à aller sur le site du Minifest. Pour les podcasts, en fait, c'est une contribution volontaire, minimum 5$. Donc, vous pouvez juste payer 5$. Vous pouvez même donner plus si vous voulez encourager le podcast. J'ai vraiment hâte. On va être tout de suite après 3 bières, qui est comme... Pour de vrai, je suis honoré de passer après un si grand podcast. Et sinon, si vous pouvez pas être là le 17 juin pour le Minifest, je vous rappelle qu'à tous les dimanches, au Terminal Comedy Club, j'anime l'open mic du Terminal. Ça, c'est gratuit, pas de contribution volontaire, à moins que vous voulez donner genre un petit vin sur le comptoir, là, puis qu'on verra pas ça passer. Mais c'est gratuit, tout le temps une dizaine d'humoristes qui viennent essayer du nouveau stock. C'est vraiment des belles soirées. Donc voilà, sinon je vous laisse avec l'épisode de cette semaine, un invité que j'aime vraiment beaucoup. Bon épisode. On va pouvoir starter ça. On prend tous les deux une petite sip. Yes, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Parfait. Ben, first, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être là. On s'est rencontrés première fois à l'école de l'humour. Ouais, tout à fait. Quand toi, t'as fait ton année auteur, puis moi, j'étais à ma première année humoriste. Ouais. Mais avant ça, avant que t'as commencé, que t'avais déjà une carrière dans l'écriture pas mal. T'as comme fait une coupe d'affaires. Ouais. Peux-tu nous faire... je vais me faire... Fais-moi ton CV. Fais-moi ton CV pré-école. Ben oui, certainement. Tu sais, moi, avant, j'étais journaliste, en fait. J'ai vraiment étudié là-dedans, mais mon rêve a toujours été d'écrire, d'être auteur. Mais j'étais un peu comme moi, assez dur de gagner sa vie en vendant des romans au Québec. Fait que je vais me trouver une job, puis je vais écrire un peu sur le side. Puis, fait que j'ai fait ça pendant vraiment longtemps. J'ai travaillé un peu en politique aussi au NPD pendant 2 ans. T'as fait quel rôle au NPD? J'étais rédacteur. Fait que moi, dans le fond, ma job, c'était beaucoup d'écrire des discours, mettons. J'étais un peu associé avec Roméo Saganache, qui est un député de la Côte-Nord, de l'Abitibi, en tout cas, dans le nord du Québec. Puis à quel point c'est répandu en politique des députés qui se font écrire leurs discours, parce qu'on dirait au Québec. On dirait que je suis surpris qu'au provincial, on ait du budget pour faire quoi que ce soit. Oui, effectivement. Je dirais que c'est très rare les députés qui écrivent leur propre discours, en fait. Ouais, c'est très, très rare. Je pense qu'il y en a, mais c'est rare. La plupart se basent, dans le fond, on va leur donner des V1 de discours. Puis les gens, après ça, les députés eux-mêmes vont mettre un peu du leur. Mais c'est très rare parce que la job de député, c'est extrêmement ingrat. C'est vraiment de la job. C'est pas 40 heures par semaine, c'est 80. Puis tu as vraiment besoin d'une équipe autour de toi. Puis d'écrire un discours, c'est très difficile pour eux de s'asseoir puis d'avoir comme le temps de faire ça. Fait que moi, c'était ça. J'écrivais aussi, j'étais plus au com de façon générale. Je faisais beaucoup de communiquer, je faisais de la veille média, je faisais un peu de relations médias. On contactait les journalistes et tout ça, répondait aux citoyens, des choses comme ça. OK. Puis je me demande, mettons, pour l'écriture d'un discours de politique, est-ce que, mettons, le parti... En fait, c'est qui te donnait, mettons, les points qu'il fallait que tu dises dans le discours? C'était-tu le parti? C'était-tu le député? C'était-tu juste... Toi, tu savais un peu ce qui se passait généralement, fait que tu étais capable toi-même de choisir les sujets? Je dirais que c'est un mélange un peu de tout ça, dans le sens que on avait, nous, au NPD, la façon que ça fonctionnait, puis je pense que ça marche beaucoup comme ça dans les partis politiques, on avait des talking points, des points de discussion qui étaient pensés à Ottawa, dans le fond, par l'équipe d'Ottawa, qui, eux autres, chaque matin, dans le fond, envoyaient à tout l'ensemble des députés, si on vous parle d'un projet de mine, vous allez parler de ça. Si on vous parle d'une usine qui ferme, vous allez dire telle chose. Fait que, tu sais, quand tu entends des quotes à Radio-Canada, c'est pas les mots du député, c'est des mots qui ont été pensés par les gens de communication du parti. Fait que nous, c'est ça, c'est un grand théâtre, la politique. Puis Catherine Dorion avait vraiment raison récemment quand elle a dit, tu sais, c'est une institution qui est très théâtrale. C'est vrai. 100%. Ouais, vraiment. Puis tu sais, les lignes sont littéralement écrites comme une pièce de théâtre. T'sais, il va te répondre ça, toi, tu vas y répondre ça. Puis tu sais, comme... donc, il y a ça. Donc, nous, c'est sûr que quand, mettons, on a un discours sur les ressources naturelles, mettons, ben là, on va prendre les talking points qui ont été pensés à Ottawa. C'est sûr que souvent, on essayait de parler aux députés pour savoir personnellement ce qu'ils en pensaient, mais les députés n'ont pas tant d'espace pour donner leur opinion. Il faut vraiment qu'ils représentent la ligne de parti. OK, ouais. Ouais, c'est un peu... c'est weird. Je sais pas, il y a de quoi que je trouve vraiment bizarre là-dedans, parce que, me semble, au final, tu sais, puis je veux dire, là, ça, c'est ma vision de petit citoyen qui est pas dans le monde politique, là, mais
sais, me semble au final, l'idée de base d'élire un député, c'est de faire comme, hey, il y a quelqu'un que je veux qu'il représente mon coin de pays. Fait que je veux ses opinions à lui, qui, oui, fit avec un parti qui, au final, est comme the grand scheme of things, mais c'est quand même... Je sais pas, je l'explique peut-être mal, mon point de vue. Non, mais... non seulement tu l'expliques bien, puis moi, je suis d'accord avec toi, dans le sens que ça devrait être, mettons, l'Assemblée nationale, ça devrait être 125 citoyens intelligents qui ont quelque chose à dire, puis qui ont une vision, puis qui se rassemblent dans une grande institution, puis qu'ils débattent des projets de loi, puis de ce qu'on veut comme société. Mais dans les faits, on a tellement été dans un bipartisme pendant longtemps, il y avait deux partis, que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les députés, à mon sens, représentent davantage le parti que leur circonscription. Ouais. Un député, puis je pense que ça s'applique à tous les partis, mais en ce moment, un député de la CAQ a pratiquement aucune influence au gouvernement. Okay. Il va servir surtout à... Bien sûr, il va transmettre les doléances de ses citoyens vers le gouvernement, mais ça sera plus ou moins écouté. Les décisions se prennent à l'exécutif, se prennent au Conseil des ministres, se prennent au bureau du premier ministre. Puis après ça, les décisions descendent vers les députés, puis les députés sont chargés d'aller vendre un peu le programme du parti dans leur circonscription. Puis ça, moi, j'aime vraiment pas ça. Ça devrait pas être comme ça. Ça fait vendeur de balayeuse. Là. Vraiment. Ça fait genre, hey, on t'a trouvé ce beau nouveau programme de santé, viens, applique-le. C'est exactement ça, tu sais. Ça fait en sorte qu'il n'y a pratiquement aucun réel débat à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y en a beaucoup, mettons, en commission parlementaire. Il va en avoir un peu plus. Puis, tu sais, moi, j'étais au NPD, j'étais au fédéral, mais c'est la même chose à la Chambre des communes. Il y a très peu de débats. Tu sais, ce qu'on entend, c'est ça. Tu sais, on entend des lignes de partis qui sont lancées, puis le but, c'est pas nécessairement de connaître la position de l'autre puis de le coincer avec un argument, tu sais. C'est vraiment juste de dire, m'a te planter pour passer à la TV. Je vais essayer de sortir une ligne méchante, puis là, ça va passer au télévision. Pour avoir la quote qui va passer aux nouvelles, qui, au final, a été écrite par quelqu'un qu'on sait même pas c'est qui. Exactement, c'est un employé politique qui a écrit ça. Là. Ben oui, les périodes des questions, il y avait même une répétition à la Chambre des communes avant. Pour de vrai? Oui, les députés recevaient leur texte, puis ils se levaient, puis là, devant leurs collègues, ils clamaient les questions qu'ils allaient poser au gouvernement en Chambre. Fait que, tu sais, quand je dis que les députés servent pas mal plus le parti que les citoyens, moi, ça a été une grande désillusion. Là. Ça me fait juste penser qu'Antoine Vézina serait un excellent politicien rendu là. Non, mais faudrait, ça peut être n'importe qui. Genre, hey, on te donne un texte, puis livre-le, puis... Pour vrai, là, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Je pense qu'on se plaint de la qualité des débats parce que je pense que ça attire des gens. Puis là, je généralise. Je pense qu'il y a vraiment... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi là-dedans. Puis je pense que la vaste majorité des députés font ça de bonne foi parce que t'es pas payé cher pour le nombre d'heures que ça prend dans une semaine. Quand t'es juste un simple député. Quand t'es ministre, c'est autre chose. Un ministre, ça prend des décisions, puis ça a vraiment de l'impact. C'est encore drôle, pas tous les ministres, mais quand un simple député, c'est malheureux, là, mais un citoyen qui a beaucoup d'argent a bien plus de pouvoir au Québec qu'un député. Puis moi, ça m'a vraiment désillusionné. Puis c'est pas par rapport au NPD, j'ai adoré mon passage là-bas, mais de voir de l'intérieur mon passage à la politique m'a un petit peu désillusionné par rapport à cette institution-là. Moi, quand j'entendais Catherine Dorion la semaine passée dire que c'était sclérosé et que ça servait pas à grand-chose, j'étais comme, t'as un peu raison. On nommait, ah oui, mais l'Assemblée nationale a fait l'aide médicale à mourir. Vous êtes 10 ans en retard sur le peuple. Ouais, ça fait 10 ans qu'on est tous d'accord, puis qu'il y a un consensus social, puis qu'il y a, fait oui, vous le faites, mais c'est un peu strict minimum. J'ai pas l'impression que l'Assemblée nationale fait avancer la société. J'ai l'impression qu'elle est un peu à la remorque de la société. Il est tout le temps à remorque, puis surtout, j'ai l'impression qu'une grosse affaire qui a montré l'espèce de côté retard, c'est vraiment la pandémie. Là. Quand on est arrivé sur quelque chose que là, c'est comme faut qu'on réagisse au quart de tour parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On l'a clairement vu que c'est comme... Souvent, c'est soit des décisions prises à va-vite qui font aucun sens ou des affaires que c'est comme « Ah, on a finalement décidé de faire ça. » Ouais, mais vous auriez dû l'appliquer il y a genre 3 mois plus tôt. Exact. Puis tout ça a été fait sans débat. Moi, j'ai trouvé ça... C'est fascinant. Là. On était dans une crise qui était... Oui, une authentique crise, mais qui était gérable. Puis pendant des mois et des mois, le gouvernement a géré par décret. Là. Il n'y avait aucun débat à l'Assemblée nationale. C'était... Puis tu sais, essentiellement, François Legault faisait ce qu'il voulait. Il pouvait se lever un matin... Il aurait pu se lever un matin et dire « Moi, j'annule les masques. » Puis politiquement... Personne n'aurait pu l'arrêter. Il avait le droit. Il avait le droit de le faire, c'est ça. Puis, tu sais, moi, François Legault ne l'a pas fait. Je pense que de façon générale, il a fait ce que lui pensait qui était la bonne chose. Mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui est vraiment fucking incompétent, puis qui serait arrivé, puis qui aurait dit, ben moi, c'est ça. Mettons qu'Éric Duhem est élu, là, puis que Dieu m'en garde. mais mettons que ça arrive, là, dans 10 ans. On espère que t'as pas un moment Nostradamus en ce moment. On va toucher du bois. On croise les doigts. Mais mettons là, que ça arrive, tu sais, ben lui, un coup que tu es élu premier ministre au Québec, si tu as une majorité à l'Assemblée nationale, tu vas faire absolument ce que tu veux. T'sais, tant que tu as le soutien de tes députés, t'es littéralement... La seule chose qui va t'arrêter, c'est la Cour. Puis encore là, tu peux utiliser des dérogations de la Charte des droits et libertés pour dire, ben là, ça s'applique pas. Fait
j'ai trouvé ça intense. Puis, tu sais, toute l'affaire des camionneurs, tu sais, je les haïs autant que tout le monde et tout, mais tu sais, on a déclenché la loi sur les mesures d'urgence pour essentiellement 200 personnes. Puis là, ça donnait le pouvoir à tous les policiers partout au pays d'arrêter les gens sans mandat pendant 2 semaines. C'est à quel point t'es pas capable de gérer 200 monsieur sous qui klaxonnent. Exact. Puis moi, je pense que si on avait une vraie démocratie qui fonctionne, puis qu'on avait des vrais députés, je dis pas intelligents, mais dans le sens des vrais députés qui ont des choses à dire, puis qui sont là pour débattre, puis trouver authentiquement des vraies solutions. Et qui ont un pouvoir dans la structure politique. Exactement. Je pense qu'on serait arrivé à une solution plus simple puis plus efficace pour tout le monde plus rapidement. Fait que je pense que le système est un petit peu brisé dans ce sens-là. On est bien rendu deep dans... Bienvenue à Sans présentation, le monde va bien. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, on dirait que je m'attendais pas à ce qu'on parte direct là-dessus. On est rendu dans la théorie politique, là, mais ouais, ben, ça pour dire que j'ai travaillé 2 ans au NPD. C'était bien le fun. C'était bien plaisant. Ouais, c'est ça. Le café était-tu bon? Ah, le café était bon. On avait une machine à espresso. Puis là, il faut pas dire c'était NPD, mais on avait des petites capsules. Puis c'était pas super écologique. Ils aimaient pas ça. Ouais. J'aimerais ça que, pour de vrai, il y ait genre un parti du fédéral qui utilise cet extrait de sans présentation en cours pour juste faire comme ah ouais, la NPD, vous êtes environnemental, hein? On a des petites capsules. Des petites capsules Tassimo. Nescafé, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'éventuellement, ils ont changé. Là. Mais je sais que ça a fait un petit scandale. Ça a vraiment fait un scandale? Bon, non, ben pas. Je veux dire, entre nous, on en a parlé. Mais je pense qu'on a juste décidé d'acheter une machine avec des grains normales. Oui, un débat qui se fait assez rapidement. Ouais, c'est ça. On n'a pas passé 2 heures là-dessus. Il n'y a pas eu besoin d'avoir un décret. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de remonter jusqu'au premier ministre pour ça. Fait que là, pendant que tu étais au NPD, tu n'avais pas encore commencé à travailler dans les journaux. Non, ben j'ai travaillé dans le fond 4 ans. Tu sais, la séquence, là, je suis sorti de l'école. En même temps que je finissais mon bac, j'ai fait 2 ans au Journal de Montréal aux arts et spectacles. Ouais, c'est ça. Okay. Je couvrais les arts et spectacles. Fait que je faisais la musique, un peu d'humour, des choses comme ça. C'était comment de faire de la chronique culturelle, justement, C'était comment ce milieu-là, surtout au Journal de Montréal, là, qui est quand même une bête en soi? Oui. Le journal, tu sais, ça a été... c'est un peu conflictuel, ma relation avec le journal, dans le sens... Pas conflictuel, mais OK, d'une part, j'ai adoré mon expérience là-bas, parce que en tant que jeune journaliste, j'avais 22, 23 ans quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont vraiment donné ma chance. Ils m'ont ouvert les ventes, puis ils étaient comme... Tu sais, un coup que j'ai fait une couple de semaines, puis ils ont vu que ça me tentait, puis que, tu sais, je correspondais à leurs critères, puis que je réussissais à livrer les affaires... C'est vraiment le genre de place qui va te donner de l'espace puis qui va essayer, tu sais, de comme... Ils vont te permettre de grandir comme journaliste. Après ça, c'est sûr que tu fais partie de Québécois. Puis moi, tu sais, j'étais un jeune journaliste de 22-23 ans qui est aux arts et spectacles. Ben, c'est sûr que, tu sais, je choisissais pas toujours les sujets, tu sais. Okay. J'ai couvert des lancements de Marie-Mé, mettons. Tu as parlé beaucoup de Star Academy. J'ai parlé beaucoup de Star Academy. J'ai parlé beaucoup de Marie-Mé. J'ai parlé beaucoup de choses qui étaient en lien avec Québécois, tu sais. Puis à la limite, tu sais, je comprends la stratégie médiatique derrière ça. Puis, tu sais, je la comprends, mais c'est sûr que... C'est ça. Tu sais, fait mais mettons, un peu comme moi. T'allais voir la première de Marie-Mé, mettons, parce que t'as donné l'exemple, puis tu trouvais ça à chier. Mais genre, pas juste à chier, genre, toi, c'est pas quelque chose qui t'atteint, genre, c'est pas bon. Est-ce que t'avais le droit, comme journaliste, de dire que c'est pas bon, ou vu que c'était dans la ligne de Québécois, c'était tough, genre? C'est une excellente question. J'avais le droit. OK. Après ça... Il y avait comme un sous-entendu quand même que... Tu sais, mettons, j'ai couvert Céline Dion, à Montréal. Ouais, ça, c'est vraiment le highlight de ma carrière. Ben, quand même, pour de vrai. Mais c'était vraiment dans les quand même. Céline. Ouais, c'était le fun, tu sais. Mais bref, donc là, tu sais, puis je me rappelle, mon boss, tu sais, m'avait dit, il était comme... Tu sais... parce qu'elle était bien chum avec Québécois à l'époque. René est encore en vie, tout ça, puis il était bien proche de Pierre-Carl, tout ça. Fait qu'il était comme, tu sais... Tu peux le dire là, que Céline, son show était pas bon. Si tu l'as pas trouvé bon, mais t'es mieux d'arriver avec des bons arguments parce que le lendemain, tu vas recevoir un courriel. Là. Ouais. C'est de la production. Ben, pas juste ça, il va y avoir de la madame fâchée au pied carré aussi. Ah, mais ça, oui, c'est vrai, mais ça, que les lecteurs soient fâchés, ça, c'est pas grave. Ça, pour vrai. C'est correct, mais faut juste pas que René soit comme mon tabarnak. Je t'invite plus au game de poker, Pierre-Carl. Mais c'est que c'est vraiment ça, tu sais, dans le sens que il y avait comme une espèce de convergence d'entreprise entre Québécois puis Céline, tu sais, puis je pense que tout le monde veut une piece de Céline, tu sais. Puis je pense que Québécois l'avait un peu, puis tu sais, le fait que je fasse une mauvaise critique, mettons, si les fans avaient été fâchés, ça m'est arrivé là, souvent de faire des mauvaises critiques de comment ça s'appelait, Tokyo Hotel, un boys band à l'époque.
C'était terrible. La vieille année du emo, là. Mais comme... C'était genre 2009, là, en fait, c'était comme mais j'écoutais pas tant de ça, mais c'était comme on dirait le moment où est-ce que genre le emo a voulu faire une twist électronique parce que là l'électro commençait à pogner. C'était terrible. Fait que là, c'était terrible. T'sais, puis moi j'ai vraiment détesté ça, puis j'avais fait une mauvaise critique, j'avais reçu là, des centaines de courriels haineux. Mais tu sais, mes boss étaient très très à l'aise avec ça, aucun problème. Mais de faire suer, mettons, un ami de l'entreprise ou un ami de ça passe moins bien. Fait que tu sais, j'aurais pu l'écrire, mais tu sais, t'as 22 ans, tu commences ta carrière, c'est ta 3e assignation dans ta vie, tu vas-tu aller planter le show que ton boss aime, puis tu sais, c'est qu'on dirait que même avant d'y aller, on dirait que ça joue dans ta tête de comme je vais essayer de trouver les bons côtés. Exact, tu sais, c'est tellement subjectif, tu sais, c'est quoi un bon show, tu sais, c'est ça, tu sais, est-ce que tu peux toujours trouver des qualités puis des défauts, tu sais, surtout dans tu sais, de la musique pop rock, tu sais, qui est pas comme une espèce d'expression artistique full développée sur une décennie, tu sais, ça restait un show de musique, elle avait 2 albums à l'époque, fait que tu sais, mais mais cela dit, j'avais la liberté, tu sais, personne qui relisait nécessairement par-dessus mon épaule pour changer mes affaires dans mes textes, mais tu sais, si je faisais des mauvaises affaires qui plaisaient pas, ce qui m'est arrivé, je me le faisais dire, tu sais, fait que c'est un peu ça comme la nuance, mais j'ai quand même aimé moi en tant que journaliste, tu sais, il y a de l'excellent journaliste qui se fait au Journal de Montréal, puis chez Québécois, il y a des très très bons journalistes, c'est malheureux, des fois on associe les chroniqueurs de Québécois aux journalistes qui sont pas, tu sais. Mais des journalistes qui font pas d'opinion puis qui font de bonne job, il y en a autant qu'à la presse puis autant qu'au Devoir. Fait que moi, c'est pour ça que ma relation avec Québécois puis le journal, tu sais, je suis un peu comme, tu sais, j'adore ça comme en tant que journaliste puis je le lis encore aujourd'hui, mais il y a comme un côté qui me plaît un peu moins, qui est justement le corporatisme de Québécois. Ben, tout le côté industrialisé de vouloir vendre. Faut vendre de la copie, il faut vendre du volume. C'est vrai que ça, c'est c'est le côté plus rushant, puis c'est là que tu retrouves justement les fameux chroniqueurs qui donnent la... Mais c'est ça, les woke cette semaine, je pense qu'ils ont publié 14 articles, des textes d'opinion sur les woke, là, je suis comme à un moment donné, revenez-en, là, pour vrai, combien, mais ça, ils ont remarqué que les gens cliquent puis que ça fait vendre la copie, fait qu'ils en publient, tu sais. Oh my mais God. Ça, c'est ça, c'est les chroniqueurs, c'est une autre game. T'sais. Puis je me demande, quand justement tu faisais de la critique artistique, tu sais, c'était quoi, mettons, ta démarche pour justement critiquer, pour pouvoir évaluer, surtout quand c'était des affaires que tu connaissais moins? Tu sais, comment t'approchais justement ces critiques-là? Ben moi, tu sais, j'avais comme une espèce de... Ma façon de travailler, c'était vraiment de... Tu sais, d'abord d'observer, c'est con, mais juste de décrire le spectacle sans nécessairement analyser, tu sais, déjà... tu vas forcément prendre position. T'sais, si tu parles de l'éclairage, mettons, d'un show de rock... Tu sais, si t'en parles pas, mettons, mais c'est parce que c'était pas bon, tu sais, parce que tu veux, tu vas voir un show de Rammstein, puis tu parles pas des effets pyrotechniques, mais c'est parce que c'était pas bon. C'était oubliable. Genre. Ouais, c'est ça. Puis tu veux pas que ce soit oubliable. Exact. Un show de Rammstein. Ben, c'est ça, tu veux que ça explose, là, tu sais. Fait que juste dans le choix de ce que tu couvres, il y a déjà un choix éditorial à faire. Puis c'est sûr que moi, tu sais, quand je connaissais pas, pour vrai, je me retenais. Si c'était un artiste dont j'étais pas à l'aise, tu sais, j'avais fait Norah Jones, une des premières critiques que j'avais fait. Puis tu sais, le show finit comme à 10h, puis ta critique est attendue à 11h. Là. Oh shit. Fait que, il faut que tu l'écrives pendant le show avec ton laptop sur tes genoux. J'avais déjà entendu des histoires que des fois, tu as des critiques de journaux que vu que justement la deadline de remise est tellement tôt que des fois, mettons, un show avec Entraque, première partie, ils vont être là, ils vont prendre des notes, puis à l'Entraque, ils vont s'en aller. T'as-tu déjà fait ça? Je te dis un secret pire que ça. Vas-y. La plupart des journalistes arrivent avec un texte déjà écrit. Avec un squelette de texte déjà écrit avant le show. Ouais. Puis c'est pas, par contre, faut que je fasse attention, c'est pas comme, c'est pas une critique du show dans le sens que ce qui va avec le texte, ça sera pas, moi j'arrivais pas avec la critique du show, mais ce que j'avais c'était un squelette de texte. Donc là, mettons, on prend l'exemple de Marie-Mé, c'était son 2e album, puis là, mettons, il était plus pop. Mais c'est sûr que j'arrivais dans la salle avec un squelette de texte où il disait... Ça disait genre, je savais qu'elle jouerait telle chanson, mettons. Elle a joué telle chanson, qui, rappelons-le, a marqué un virage pop chez Marie-Mé, tu sais. Puis là, je me laissais, mettons, un espace pour dire, est-ce que la version qu'elle avait offert en show, c'était bon ou pas, mettons. T'sais. OK, fait que t'avais comme la prémisse de ce que tu pouvais rechercher, mais après, tu venais personnaliser avec là, ce que tu vivais sur le moment. C'est ça. J'avais déjà mon angle de décider. Ça, c'est pour les shows, là, vraiment que le deadline était très serré. C'est sûr que si je devais écrire ma critique le lendemain, je faisais pas ça. Mais quand je avais un critique, tu sais, tu peux pas, là. Tu peux pas écrire un texte en 25 minutes après le show. Puis, tu sais, souvent, c'était à l'époque aussi, mettons 2006-2007, le Wi-Fi marchait pas. Ça m'est arrivé d'appeler puis de narrer, genre, une critique au pupitre, au journal, qui retapait mes mots, tu sais, parce que j'avais pas accès à Internet. Puis là, t'avais pas antidote pour corriger full rapidement le texte. À cette époque-là. Tu sais,
Fait que, ouais, tu sais, c'est un petit dirty secret du milieu de la critique. Tu sais, souvent, tu vas arriver quand tu es attendu pour le soir même, tu vas arriver avec au minimum un angle, tu sais un peu où ce que tu t'en vas. Après ça, c'est sûr que si t'arrives puis le show est exceptionnel puis c'est pas ça que tu pensais puis tout ça, tu vas ajuster, tu sais. En tout cas, j'ose croire, c'est ce que je faisais, mais j'arrivais toujours préparé, là. Parce que tu y arrives pas sinon. Ouais, non, c'est ça. C'est surtout c'est ça, c'est les deadlines qui sont rough là-dedans. Ben oui. Puis tu sais, surtout à l'époque, c'était le papier, tu sais, tu peux pas, si tu l'envoies à 11h02, le texte c'est pas là. Il faut que ce soit là 11h. S'il est là 11h02, il n'y a pas de texte. Ils vont mettre une pub à la place. Oh shit. Dans la page. Fait que ouais, c'est des belles soirées stressantes. T'es comme t'as le cœur qui débat quand tu finis. Speedrun une critique. Exact, c'est vraiment ça. En même temps, c'est un peu dommage parce que ça donne-tu des bonnes critiques, tu sais. Ouais, parce que c'est ça aussi l'affaire des fois je trouve pas, c'est qu'on dirait avec le fait que ça mette autant de pression. Tu sais, moi, mettons, j'écoute beaucoup maintenant de critiques sur YouTube, qui je pense est rendu un peu le classique pour bien du monde. Puis on dirait que ce qui est le fun, c'est que ça fait, mettons, il y a un gars que j'écoute qui s'appelle The Needle Drop sur YouTube, que lui, c'est des reviews d'albums, de musique. Puis souvent, genre, mettons, l'album va sortir. Puis des fois, ça va arriver que le lendemain, il en sorte une si vraiment, genre, ça l'a inspiré tout de suite. Mais des fois, il va prendre une semaine. Vraiment faire comme je vais l'écouter, je vais me le retaper, je vais revoir tout, je vais relire les affaires, puis faire comme, OK, après une semaine, c'est quoi que je pense de cet album-là? Puis même des fois, il va faire des redux reviews de comme, OK, mettons, cet album-là, quand il est sorti, je le trouvais de même. Mais là, finalement, avec le recul, des fois, genre 2 mois plus tard, il va faire un redux review avec le recul, puis avec des choses qui se sont discutées dans la communauté musicale. Ah, finalement, j'avais peut-être tort. Finalement. Ben moi, ça, j'adore ça, tu sais, puis je trouve que la critique devrait être comme ça, tu sais, puis malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans les médias, tu sais, la critique comme ça, tu sais, ça se fait presque pas. Parce qu'on dirait, vu que c'est de la vente... Parce qu'en vrai, le problème, c'est ça, vu que c'est de la vente, mettons, d'un album ou d'un show, si tu le fais trop tard, ben à un moment donné, pour la personne, c'est comme, ben là, ça me permet pas de vendre des billets, ma vente est déjà faite. Ben c'est clair, le show est déjà passé. Ben c'est sûr, tu sais, puis c'est aussi, tu sais, c'est que, mettons, je sais pas, là, un artiste vient à Montréal, puis là, c'est une grosse affaire, Sting vient à Montréal, puis là... c'est ça, tu veux avoir un texte le lendemain dans le journal, tu sais, puis je comprends le lectorat de vouloir, tu sais, être up-to-date, puis de dire, ben moi, c'est le lendemain que je veux l'article, c'est pas 3 jours après, tu sais. Fait que autant je comprends ça, autant je suis comme... Tu sais, dans un monde idéal, le critique aurait vraiment l'espace, puis justement, comme le gars que tu suis sur YouTube, tu sais, de dire, ben, puis d'avoir la liberté aussi de dire, j'ai changé d'idée 3 mois après, tu sais. Ça, on le fait pas beaucoup, fait que, tu sais, je m'ennuie un peu de cette critique-là. Je trouve jeune pour avoir connu la bande des 6, mais je sais que c'est un événement, tu sais, une espèce d'événement critique à la télé, là, qui était comme vraiment... puis tu sais, ça s'est comme perdu au fil des années au Québec. C'était quoi exactement? C'était Nathalie Petrowski, Dany Laferrière, René Aumier-Roy, puis j'oublie les 3 autres, mais c'était 6 critiques, puis ça s'appelait La Bande des 6, puis c'était une émission à la télé, puis c'était genre une fois par semaine, puis c'était genre, me semble que c'était une émission à la télé. Puis il était vraiment, tu sais, c'était vraiment de la critique, c'était 1 heure de critique, puis tu sais, Nathalie Petrowski, René Aumier-Roy, tu sais, c'était comme du monde qui avait pas la langue dans leur poche, puis il était quand même assez intense, là. C'était vraiment de la critique très brutale des fois, puis il se pognait, puis tu sais, c'est un peu comme un plateau à la française où les gens s'ostinent, puis il y a comme pas de consensus, puis on aime ça, le choc des idées. Fait que ce qui au final est quand même regarder 1 heure de français qui sont comme mais non merde. Oui, c'est ça exactement. C'est pas ça. Fait que ouais, tu sais, c'est sûr que la critique au Québec, c'est un gros débat, tu sais, là, mettons même en littérature, là, Lettres québécoises récemment ont enlevé les étoiles dans leur cahier critique, là, ça a fait un mini scandale, puis tu sais, il y a comme tout un débat, je pense que la critique est en train de se redéfinir, puis tu sais, veut pas, c'est parce qu'avant la critique avait vraiment une utilité très précise, tu sais, ça coûtait 30$ un CD, puis tu pouvais pas l'écouter avant, tu sais. On parle des années 90, fait que là, savoir est-ce que j'achète ce film-là, est-ce que je vais au cinéma ou pas, ça coûte de l'argent, mais aujourd'hui, tu sais, tu peux écouter la musique, tu n'as pas besoin de l'avis du critique. Tu peux écouter l'album sur Spotify puis te faire ton propre avis. Fait que c'est dur pour un critique de trouver sa pertinence là-dedans. Fait que le métier a beaucoup changé. Puis moi, je suis quand même content de l'avoir fait comme au début de ma carrière, mais d'avoir rapidement un peu quitté ça parce que j'aimais ça, mais c'était quand même ça. Je trouvais que je tournais un petit peu en rond. Je pouvais pas faire la job comme j'aurais aimé la faire. Puis là, ben, tu as fait plusieurs autres journaux après ça. Mais là, tu as parlé, je veux quand même switcher à une affaire. Là, on va sûrement skipper une couple d'années. Parce que tu as parlé toi-même que, mettons, dans le domaine littéraire, tu es toi-même auteur. Auteur de livres. Auteur... Là, tu as écrit 3 livres, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 3 livres à mon nom. J'en ai d'autres que j'ai fait des collectifs, mais ouais, à mon nom, là, j'ai 3 livres. Ouais. OK. Le premier, c'était lequel? Le premier, c'était une biographie de Dédé Fortin, chanteur des Colocs. OK. Ouais.
Ça a été tout un projet. J'ai passé 2 ans de ma vie vraiment là-dessus parce qu'à ce moment-là, le Journal de Montréal était en lockout. Donc un conflit syndical. C'était les fameuses grosses années de grève? Oui, exact, okay. C'est ça. Fait qu'on a été 2 ans, dans le fond, en lockout puis en grève en même temps. On avait voté une grève. Puis je travaillais pour Rue Frontenac, qui était notre site Internet, et un petit magazine papier qui a pas duré longtemps, mais qui est un site Internet produit par les journalistes du Journal de Montréal qui était en lockout. Okay. Puis c'était pas à temps plein, on travaillait peut-être 10 heures par semaine à peu près. C'était comme un petit side project de là en ce moment notre job est fermé, on est dans la marde. Fait qu'on va se garder comme pertinent, puis tu sais, on avait des prestations de grève et tout ça liées à ça pour travailler là. Mais moi j'avais beaucoup de temps libre, fait que j'ai été approché par la famille de Dédé qui m'avait lu, je sais pas trop, là, dans une de mes affaires, puis je pense que j'avais parlé des colocs, puis ils cherchaient un journaliste pour écrire une bio, fait que j'ai passé 2 ans de ma vie. Ouais, c'est eux, à la base c'est la famille Fortin qui m'ont approché. Ça s'est plus ou moins bien terminé. Ouais, la famille n'a pas aimé en fait ce que j'ai fait. Oh, shit! Ouais, fait que là, quand ils ont lu le livre, ils ont décidé, ils ont été quand même super gentils. C'était surtout les 2 sœurs, là, deux des sœurs d'André qui dealaient avec moi, puis ils ont quand même été, je vais leur donner ça, ils ont quand même été super cool. Ils m'ont laissé sortir le livre parce qu'ils avaient le droit de m'empêcher de le sortir. Finalement, ils m'ont redonné un peu les droits sur mon manuscrit, mais à condition que je me dissocie un peu de la famille, parce qu'eux trouvaient que j'avais brossé un portrait trop sombre. Okay. Moi, tu sais, mon point, c'était comme, tu sais, c'est dur de dresser un portrait hyper joyeux d'un gars, tu sais, qui... C'est un peu difficile de rendre ça heureux, quelqu'un qui se calisse une épée dans le chest. Ouais, dit comme ça, c'est ça, tu sais, j'ai utilisé d'autres termes quand je leur en ai parlé, mais ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, André avait vraiment, clairement, un problème, là, tu sais, fait que c'était dur puis moi, c'est ça aussi que les gens autour de lui, les proches que j'ai interviewés, ils me parlaient, tu sais, oui, bien sûr, il y avait des highs Dédé, puis il était vraiment heureux, puis que ça allait bien, mais tu sais, il y avait des gros downs aussi, puis tu sais, c'était pas son premier épisode là, où ça allait pas bien. Fait moi, j'ai écrit ce qu'on m'a raconté, tu sais, au meilleur de mes capacités. J'étais jeune quand même, j'avais 24 à ce moment-là, puis tu sais, ça, j'ai passé 2 ans, là, vraiment, là, je me levais le matin, je faisais juste ça jusqu'au soir, puis des fois, j'écrivais une couple de critiques, mais ça a vraiment été 2 ans de ma vie sur des colocs puis sur Dédé, là. Fait qu'en gros, la démarche là-dedans, c'était ça, c'est que t'interviewais du monde. Ouais. T'allais faire, j'imagine, des recherches. C'est ça, archives. Ouais, c'est ça. J'étais allé voir à Musique Plus, mettons. J'étais allé regarder tous les passages de Dédé à Musique Plus, mettons. Un après-midi, j'étais arrivé là-bas, j'avais des caisses de VHS. Il m'avait sorti ça sur une table. Puis là, tu sais, c'était vraiment fascinant. Là, c'était vraiment les années. Là, on parle des années. C'était des VHS qui dataient genre de 93, 94, 95. Wow. Fait que c'était beaucoup ça, puis c'est ça, tu sais, fait que c'était une grosse affaire, là, c'était comme un 400 pages, tu sais, je raconte vraiment toute sa vie de sa naissance jusqu'à sa mort. Moi, j'ai adoré faire ce projet-là, mais il a un peu passé dans le beurre, étant donné que la famille s'est dissociée. Ouais, il y a eu le petit problème. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que mais moi, je suis très, très fier quand même de ce que j'ai fait, mais ça a été mon premier projet littéraire, là, qui a été... Ouais. Mais c'est quand même intéressant d'avoir justement... first, la chance de pouvoir reconstituer l'histoire de quelqu'un d'aussi marquant. Ben oui, je veux dire, c'est un privilège. Là. Les colocs, c'est quand même une grosse affaire de la culture québécoise. Mais justement, y avait-tu un peu cette pression-là, justement, même avant qu'il se passe toute l'histoire avec la famille, qui trippe moins, de faire comme... Je fais la biographie de cette icône-là, I gotta do it right. C'était vraiment stressant. Ouais, j'ai vraiment été nerveux. Là, puis je sentais une grosse responsabilité sur mes frêles épaules. T'sais, moi, c'est ça, là, j'avais quelques années d'expérience, j'avais 2-3 ans d'expérience en journalisme, mais c'est tout. J'avais rien publié. Fait quoi, j'avais beaucoup de pression. En même temps, c'est ça, je l'ai fait au meilleur de ce que je pouvais. Les moments où j'étais vraiment le plus stressé, c'est quand je contactais ses proches. Les musiciens ou même ses blondes, ses ex-blondes, je leur ai tous parlé. C'était quand même particulier parce que je m'immisçais. Puis moi, je faisais vraiment une bio de Dédé, non pas des colocs. Fait que mes questions étaient quand même très personnelles. Je voulais vraiment savoir, il était comment dans un couple, mettons, André, comment il agissait avec toi. Puis comment tu préparais justement ces entrevues-là, surtout quand tu savais que ça allait tomber sur du touché? Ouais, j'y allais vraiment avec des gants blancs. Souvent, je prenais contact au début par courriel. Après ça, je les appelais, je leur expliquais. Souvent, on allait prendre un café, je leur expliquais le projet avant de faire une entrevue. Puis là, quand je sentais qu'ils étaient assez à l'aise, tout le monde était super généreux avec moi, là, spécialement ses ex-copines ont été comme impeccables. Ça a vraiment été... Je les remercie parce que je pense que ça m'a permis de dresser un portrait qui était plus juste de lui. Fait que ouais, c'est ça, je les approchais avec Cam. C'est pas tout le monde qui a voulu me parler. 2 des musiciens n'ont pas voulu. Mais c'est ça. Au final, je pense que j'ai quand même brossé un portrait qui était comme le plus fidèle possible de ce que les gens m'avaient dit. Mais ouais, ça a été comme toute une expérience. C'est quoi déjà le titre au complet, si jamais les gens veulent le trouver? Ça s'appelle André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète. Wow, OK. Ouais.
Fait que là, il y a eu ce livre-là. Ensuite, il y a eu ton deuxième projet, c'est Monsieur Glockenspiel. Oui, Maître Glockenspiel. Exact. J'aime que je me suis pas trompé sur le mot compliqué. C'est ça, tu t'es trompé sur le monsieur. Je suis fourré sur le début. Oui, ça, c'est un roman. Okay. Donc, un roman genre dystopique, si on veut. Tu sais, que ça se passe dans un univers inventé. Puis ça raconte l'histoire d'un empereur dont le royaume va mal. Puis qui essaie qu'il y a comme un complot contre lui. Puis il essaye un peu de garder la main mise sur son royaume. Y avait-tu des inspirations de ton passage en politique là-dessus? Vraiment beaucoup. J'imagine. Oui. Mais ça a été comment de passer? Parce que là, justement, t'as fait du journaliste, t'as fait de la bio, tu sais, des affaires qui sont très documentaires d'une certaine manière. Ouais. Là, c'était comment de soudainement passer de ça à de la grosse fiction? Ouais. C'était très libérateur, je dois dire, parce que surtout après un projet, c'est ça que j'avais besoin de faire après André, après le projet de bio, c'était tellement lourd, puis c'était tellement, c'est ça, écrire le dernier chapitre de ce livre-là a tellement été lourd puis drainant pour moi, chaque mot, c'était difficile, je savais pas, je devais raconter la mort d'un homme, mais sans être explicite, mais en même temps, je voulais pas que ce soit insensible, fait que il y avait comme, là, j'avais vraiment besoin de m'éclater, là, quand ça a été fini, fait que là, je suis vraiment parti sur une chire d'écrire juste des affaires absurdes, puis je commençais à m'intéresser à l'humour à cette époque-là, puis à dire, peut-être que je pourrais écrire un peu d'humour, c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé. Ça a été quoi tes premières inspirations humoristiques? Pour vrai, ça a été, c'est niaiseux, mais ça a été En route vers mon premier gala, juste pour rire, genre, comme je regardais ça, puis j'étais comme, ça a vraiment l'air le fun comme métier, tu sais. Ouais. Je me rappelle d'avoir vu Yannick de Martineau, qui est comme un de mes humoristes préférés encore aujourd'hui, puis je me rappelle d'avoir vu son passage, je pense même qu'il l'a peut-être gagné. En tout cas, oui, il avait gagné, je me rappelle plus quelle année, mais ouais, il avait gagné, right? Je me semble. Je sais pas si on a les... Ouais, exact. Je pense que c'est ça, il a gagné. Puis d'avoir à découvrir lui, Sexe illégal que j'avais découvert là aussi. Fait que moi, ça a été un peu dans ces années-là que je me suis dit, ça me tente d'essayer. Cela dit, moi, je suis pas. On s'est connus à l'ENH, je suis zéro un acteur. Je sais pas si tu m'as déjà vu en impro, là, mais. Je me rappelle que je t'avais demandé de jouer parce qu'à l'école, le projet de français, là, parce qu'en fait, pour comprendre, à l'école de l'humour, il y a un projet final en français qu'il faut faire juste une œuvre. J'allais dire littéraire, mais en fait juste une œuvre qui utilise le français. Fait que ça peut être n'importe quoi. Puis j'avais écrit une genre de mini pièce de théâtre. Ou genre, c'était pas tant une pièce, c'était une scénette de théâtre. Puis à ce moment-là, je cherchais des acteurs, puis je t'avais contacté. J'avais fait parce que je trouvais que le casting fitait. Puis je me rappelle au début, t'étais stressé. Là, au début, t'étais comme, je sais pas comment jouer. Je suis épouvantable, je suis vraiment pas bon. Puis fait que j'ai jamais espéré ou même voulu avoir une carrière devant la caméra. Puis j'admire tellement ça, là, votre métier. Je trouve ça vraiment, ça demande beaucoup de sacrifices puis de volonté pour y arriver. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus l'écriture. Fait que je voyais, mettons, je constatais bien là, que Yannick de Martineau arrivait pas sur scène en improvisant, qu'il y avait un texte, puis que... Bon, fait que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, mais moi, je venais un petit peu plus, c'est ça, du journaliste, fait que je me voyais pas tant en humour, j'avais l'impression que j'avais pas ma place dans ce milieu-là. T'avais le gros sentiment d'imposteur. Complètement, complètement. Fait que je me suis dit, je vais m'essayer comme plus à un roman, mettons, qui est comme un peu comico-drôle, mettons, comico-littéraire, mettons, on peut dire. Fait que j'ai écrit ça, qui est comme... C'est vraiment une satire, Maître Glockenspiel, c'est vraiment comme une satire de notre monde, là, c'est pas caché, tu lis ça et tu reconnais clairement notre monde. C'est juste raconté dans un langage super coloré, puis comme un peu drôle, en tout cas, j'espère que c'est drôle. Fait que c'était un peu ça ma démarche avec Glockenspiel. J'avais besoin d'un projet léger, puis j'avais besoin de m'essayer à quelque chose qui était un peu plus funny. Fait que j'ai sorti mon premier roman comme ça. Très cool. Puis là, on arrive avec celui que tu viens de sortir. Puis une des raisons pourquoi je t'ai invité, parce que je voulais t'en parler, 420 grammes, qui est en gros un livre où est-ce que tu parles beaucoup de ta dépendance au weed. Premièrement, c'est quand, on va parler de weed, c'est quand que tu as commencé à consommer? Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 16 ans. La première fois, j'étais en secondaire, je me rappelle plus si c'était secondaire 4 ou 5, mais j'avais 16 ans, puis c'était avec des amis qui habitaient sur ma rue. Mais ça a été vraiment long avant que ça devienne une habitude dans ma vie. Au début, c'était aux 3-4 mois, dans des parties, tout ça. C'était social. C'est ça, exactement. Puis au cégep, là, je dirais que ça a vraiment plus commencé à devenir dans mon identité. Ça faisait partie un peu de mon identité. Le weed, c'est con à dire aujourd'hui, mais j'étais pas... Mettons, au secondaire, j'étais pas dans les plus populaires de mon école, puis je tolérais assez mal l'alcool aussi. Fait que dans les parties, je sentais que je fitais moins. Puis quand je fumais, je sentais que je faisais comme partie de la tribu des poteux, un peu, genre. Dans un party, souvent, en tout cas, à l'époque, on sortait dehors pour aller fumer, puis on était tous en rond. C'est encore d'actualité. C'est encore ça, OK, faites encore ça. Moi, je fais partie de la gang qui reste dans le bar puis qui fume pas, puis on est comme, genre...
3 autour de la table qui a comme... Ah, c'est ça, t'attends que les 15 reviennent. Alright, nice. Ouais, c'est ça. Puis là, on se raconte plein d'anecdotes qui sont comme semi-véridiques dehors, puis tu reviens, puis il y a 1000 insights de créer. Oui, c'est ça. C'est que là, oui, exact, c'est ça qui gosse, c'est que t'as plein d'insights du cercle, genre poteux / personne qui fume la cigarette, que là, ils reviennent, puis ils se refont ces jokes-là, puis c'est comme cool. C'est ça, nice. Exact. Ben moi, pour moi, c'était comme une grande découverte, tu sais, quand j'ai vu ça, parce que quand j'ai découvert ça, parce que je me sentais que je faisais partie d'un groupe, tu sais, qui était le mien, puis que je me sentais bien, puis ça me rendait pas parano, moi, le weed, tu sais, ça me rendait bien, ça me rendait à l'aise. T'avais vraiment plus les effets relaxants. Ouais, exact. Tu sais, clairement, mon corps réagit bien. Okay. Dans le sens que l'alcool, tu sais, j'étais allé au Centre Bell hier, j'ai pris une grosse bière, puis j'ai pleuré pendant l'hommage à Guy Lafleur, là, tu sais, ça me prend vraiment pas grand-chose, tu sais, pour que... Ben, en même temps, Guy Lafleur aussi se rend émotionnel. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ça me prend pas grand-chose pour être triste. J'ai l'alcool triste, on va dire ça comme ça. Fait que le weed a un peu comme sauvé mes parties, puis de fil en aiguille, tu sais, je pense que j'ai une personnalité aussi un peu dépendante, puis tu sais, j'étais un peu tombé dans le piège de comme, tu peux pas tomber dépendant au weed, tu sais. Ouais, parce que ça, je me rappelle quand t'avais commencé justement l'écriture de tout ça, puis tu sais, t'en parlais un peu, j'étais comme... Ouais. Moi, je me rappelle la fois, je me fais tout le temps dire par tout le monde qui fume du pot, c'est tout le temps. Ah non, tu peux pas tomber addict à ça. C'est pas une drogue qui est addictive. C'est impossible d'être addict au weed. Moi, en tout cas, je m'inscris en faux là, contre ça. Je pense que physiquement, tu peux peut-être pas, effectivement, je pense que c'est pas comme des opioïdes, mettons, qui vont physiquement s'imbriquer en toi. Cela dit, moi, j'ai eu plein de symptômes, là, on y viendra peut-être, mais tu sais, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais des symptômes physiques, un peu de sevrage. Mais non, c'est vrai. Je pense que physiquement, je pense pas que tu as une dépendance, mais la dépendance psychologique, elle existe à 100 000 %. Ben, comme quelqu'un, par exemple, qui peut être addict au sport. Addict à la pornographie, toutes ces affaires-là que c'est comme, oui, ton cerveau, il n'y a pas des éléments chimiques, mais... T'es dans le mille, tu sais, je veux dire, tu peux écouter des séries télé, tu peux écouter Netflix pendant 5 heures chaque soir, tu sais, ça peut être considéré comme une dépendance pour certaines personnes, tu sais. Tout peut être une dépendance, tu sais. Fait après ça... C'est ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Tu sais, une des affaires que je voulais dire dans ce livre-là, c'est que je pense qu'il y a un type de personne qui peut être dépendant au weed. Je pense que la vaste majorité des gens peuvent consommer ça sans problème. Au même titre que moi, je peux prendre une bière sans être obligé de finir une caisse, tu sais. Je m'arrête, puis tout est beau, puis je suis correct. Mais avec le weed, tu sais, si t'en sors un, je le finis, là. Ben, comme dans le sens que je viens de penser à ça, l'alcool, c'est un autre bon exemple. T'sais, on n'arrête pas de parler de l'alcoolisme, mais puis là, peut-être qu'il y a des gens scientifiques dans les commentaires qui pourront dire si j'ai tort, mais il n'y a pas de trucs dans l'alcool, comme tu dis, comme les opioïdes, qui font que ton cerveau... Je pense pas. Modifie, mais il me semble qu'il n'y a pas ces espèces de particules-là. Mais pourtant, l'alcoolisme existe, puis je pense que personne dirait ici que j'ai tort. Là. Ben, effectivement, tu sais, puis je pense que, tu sais, c'est ça, le problème, tu sais, c'est pas l'alcool en elle-même, c'est qu'il y a des gens pour qui l'alcool, c'est plus un problème. Il y a des gens qui ont une relation conflictuelle avec l'alcool. Moi, j'ai ça avec le pot. C'est juste ça. Fait, je suis comme, puis je sais que je suis pas tout seul. Il y a 1 million de Québécois l'année passée qui ont fumé du pot. C'est sûr qu'il y en a une couple là-dedans qui ont de la misère à s'en passer. Fait que, ouais, moi, mais tu sais, cela dit, je dis ça juste en tant que simple citoyen. J'ai pas fait de recherche. C'était vraiment un livre que j'ai écrit avec mon cœur. C'est ton expérience personnelle. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment un témoignage. J'ai pas fait de travail journalistique du tout. Je suis pas allé chercher d'études ou quoi que ce soit. J'ai juste écrit, moi, ma vérité à moi. Puis ma vérité, c'est que je vais toujours être dépendant au pot, même si j'arrête de fumer pendant 25 ans. Je vais toujours être dépendant. Puis c'est quand que tu as commencé à remarquer justement que... Parce que là, au début, c'est le fun. C'est comme, hey, ça me rend le fun d'importer. Non, je suis avec la gang du monde qui fume dehors. Mais c'est quand que tu as commencé à réaliser que là, ça devenait conflictuel. À un moment donné, quand tu sais, on a parlé tantôt, il y a eu un long conflit de travail au Journal de Montréal. Puis, tu sais, je racontais un peu que j'étais sur DD, je travaillais sur DD. Puis, j'ai commencé à fumer pas mal à ce moment-là. Tu sais, ouais. C'était... Me semble que c'est pas une vie buzzée en écoutant un coloc, là. Non, c'était... Je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Effectivement. Là, ça a vraiment commencé, puis je dirais, là, mettons, juste, tu sais, début des années 2010, mettons, là, je fumais chaque jour. Puis, tu sais, les fins de semaine, je fumais pas mal en me levant le matin, puis c'était comme... Tu sais, je fumais tout le temps. Puis quand j'ai eu ma première fille, j'ai 2 enfants, là, j'ai arrêté pendant 1 mois, puis...
ironiquement, je me suis dit, ben j'ai été capable d'arrêter un mois, c'est la preuve que j'ai le contrôle et que je ne suis pas dépendant au weed, donc je peux maintenant fumer autant que je veux. Oui, comme le mois sans alcool fait que t'es plus un alcoolique. C'est ça, exact. Tu sais, j'ai fait mon mois sans alcool, on va aller se torcher. J'ai pris le mois le plus petit de l'année, je suis capable. Quelqu'un que je connais de mon entourage, que je nommerai pas, m'a dit, moi, je fais le mois sans alcool, mais pas le vendredi puis le samedi. Tu sais, j'étais comme... ben là, tu sais, il y a comme 28 jours au mois, puis là, t'en enlèves 8, ça t'en reste 20. Voyons donc. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme ça, tu sais, moi, je vais faire un marathon, mais à chaque 10 km, je pogne un Uber. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Tu l'as fait, ton marathon. Ouais, tu l'as triché un peu, genre. Fait que, qu'est-ce que je disais avec ça? Oui, par rapport à la relation, t'as eu ta fille, là, oui, c'est ça. Quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté un mois, puis quand j'ai recommencé à fumer, là, c'était full blonde. Tu sais, je fumais tout le temps. Puis, tu sais, je travaillais de soir à ce moment-là, c'est ça, tu sais, petit bon dans le temps, mais là, j'étais rendu à la presse, puis j'étais au pupitre, donc ma job était de soir, je recevais les textes des journalistes, puis je faisais le montage du journal. Dans le fond, tu sais, je faisais les titres, je choisissais des photos, des choses comme ça. Puis je travaillais de soir, donc je terminais à 1h du matin, puis là, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mis à fumer chaque jour systématiquement, puis que ça a commencé à impacter mon sommeil aussi, tu sais. Puis le fait que là, je suis devenu, mettons, 2015, là, c'était vraiment, tu sais, je fumais tout le temps. Dans ton sommeil, tu t'es mis à moins dormir, à plus dormir, juste pour être... Non, en fait, c'est que je dormais 8, 9, des fois 10 heures, mais je me réveillais vraiment en scrap, puis décalisse, là, comme si j'avais pas dormi, tu sais, je rêvais pas, tu sais, quand tu fumes beaucoup, je sens de te coucher, souvent tu rêves pas, tu sais, ça t'écrase, puis je pense que je me réveillais comme... Je sais pas, j'avais comme pas processé mes événements de la journée, genre. Je pense que les rêves servent à quelque chose, tu sais, puis clairement, je me réveillais avec une espèce de brume, de barre de métal dans le front. Ben, il y a comme des théories, puis ça, c'est des grosses théories, là, que genre, ça servirait justement à cleaner un peu. Ouais. C'est un peu genre les rêves, c'est un peu la poubelle de ta tête, là, de faire comme, OK, ben, on jette ces éléments-là, on te les met en image, puis on essaie d'isoler ça après pour que tu puisses passer à d'autres choses. Je pense que c'est une bonne théorie parce que je me sentais vraiment comme si ma tête était pleine de poubelles. Je me sentais vraiment comme si j'arrivais pas à penser, mais cela dit, quand je refumais un bat, ben là, j'étais correct. C'est un espèce de cercle vicieux où là, je suis fatigué, fait que je vais fumer, je fume, ça m'aidait à court terme, mais là, je redormais mal parce que je refumais tout le reste de la journée. Je continuais sur mon... dès que je commençais à fumer, ben, je continuais jusqu'à 11h le soir, jusqu'à ce que je me couche, jusqu'à 2h du matin. Cela dit, je travaillais pas gelé, je veux juste mentionner, là, j'arrivais pas à la job gelée, mais dès que j'avais fini, souvent je sortais de la presse puis j'allumais mon gros bat dans l'entrée, puis je revenais chez nous comme ça. Là, puis c'était vraiment juste fumer. Est-ce que, mettons, t'étais aussi edibles, enfin Non, j'ai juste fumé du pot dans ma vie. Moi, les edibles, ça m'intéresse pas. Je veux être gelé tout de suite, maintenant. Ok, ouais. Parce que moi, l'affaire, avec mon expérience avec le weed est vraiment moins conflictuelle. Là. Moi, j'ai essayé 2 fois puis j'ai réalisé, j'aime mieux être sous. T'aimais pas ça, ok. C'était vraiment ça. Puis parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était tout le temps des tournois d'impro. Okay. Où, mettons, justement, on buvait, c'était le gros party. Là, j'allais dehors, puis, mettons, mes amis de la ligue étaient comme « Yo, man, on a un buzz, veux-tu fumer? » Puis on s'entend, c'est du pot de joueur d'impro, là. C'est du bon pot, ouais, c'est... Il y a du monde qui m'ont dit genre « Ah, peut-être qu'il était pas bon. » Non, c'est du... Il est doré, là, tu vois. C'est des experts, là, okay? Je pense qu'ils ont utilisé tout leur manuel scolaire pour rouler au moins un joint. Ils savent ce qu'ils font. Fait que là, ils me le passent, je le fume. Puis à chaque fois, ça a comme fait l'effet, pendant toute la soirée, de comme... Ben oui, je me sens comme buzzé, mais je suis comme... Mais je pense que c'est plus le buzz de l'alcool, et l'alcool coûte vraiment moins cher. Ouais. Fait qu'à la place, je vais juste rester sur l'alcool. Je comprends. Puis c'est pour ça que justement, on dirait moi, la seule affaire qui, on dirait, m'intéresserait peut-être d'essayer le weed, c'est justement les edibles. Parce que ça, je me dis, genre, déjà fumer, j'aime pas ça. Mon père fumait beaucoup. Ben c'est ça. Mais lui, c'est la cigarette, là, fumait beaucoup. Fait que ça m'a comme tout le temps donné un dédain de crisser des affaires de même. Mais les edibles, moi, j'ai comme cette curiosité-là de... Je sais pas, essayer, puis... Tu sais, j'en ai déjà pris, tu sais, puis... Tu sais, mettons, si les edibles pouvaient kick-in en 2 minutes, j'en prendrais, parce que je sais que la boucane n'est pas bonne pour mes poumons, puis tu sais, je sais que ça a des impacts sur ma santé. Fait que, tu sais, c'est une moins pire façon de consommer du pot, mais c'est que c'est ça, moi, ça me satisfait pas, tu sais, je suis vraiment addict de... T'es vraiment en mode, tu veux l'effet tout de suite. Je vais être gelé dans les 2 prochaines minutes, tu sais, je sens mon cœur, puis je suis comme, là, dans 10 battements, je vais être gelé, là, tu sais, je suis comme... Oh shit, ok, à ce point-là. Ouais, ben là, tu sais, c'est moins pire aujourd'hui. Mais dans le pic de ma consommation, mettons, tu sais, mettons, le pire, ça a vraiment été au début de la pandémie. Là. Mars, avril, mai 2020. Mais ouais, c'est vrai, ça. Comment t'as géré la pandémie avec ça? Parce que
je l'ai pas géré, j'ai fumé des... j'ai juste fumé des battes, t'sais. Bon point. Ouais, c'est ça, mais... Fumer des battes pour faire des devoirs de Luc Boilly à l'école. Voilà. Mais tu sais, c'était comme... je fumais constamment, tu sais. J'ai quand même... Tu sais, il y a quand même des affaires que je suis quand même content, tu sais. J'étais allé donner un coup de main dans un CHSLD dans la première vague, puis là, j'étais sur le chiffre de soir, parce que là, je travaillais plus à la presse, j'étais parti, puis j'essayais d'entrer à l'école. Au début. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a quand même des choses que je suis quand même content. Tu sais, je suis content, je suis fier de moi, tu sais, d'avoir été au CHSLD pendant 1 mois à peu près. Mais, tu sais, ça m'a comme... C'est ça. J'étais complètement épuisé. Je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais, tu sais, j'étais là... Rien me faisait plaisir. Même fumer un joint me faisait plus plaisir dans le sens que je me sentais normal, tu sais. C'était juste me sentir normal. Puis je le raconte dans le livre, tu sais, juste avant la pandémie, tu sais, j'allais conduire mes filles à la garderie, je sortais du CPE, puis je m'allumais un bat, tu sais. Il était 8h30 du matin, là. Oh shit! Tu sais, je fumais, puis je faisais, tu sais, je me dépêchais, là. Je marchais vite, genre, pour m'éloigner du CPE, puis j'avais... Ouais, pour pas non plus être le gars qui s'allume un joint devant une garderie. C'est ça, genre, tu sais, puis la garderie de mes filles, tu sais, qui pouvaient me voir, ah, bye bye papa, par la fenêtre, genre. Qu'est-ce qu'il met dans sa bouche? C'est ça, je me mets un petit gros badge, genre. Puis, tu sais, je me roulais des gros king size, là, tu sais, genre, les connaisseurs sauront, là, les OCB king size. Ouais, c'était épouvantable, là. Je fumais vraiment beaucoup, là, à côté. Wow! Fait que ça a été la pire période. La pandémie est arrivée, j'étais allé au CHSLD. Ça m'a quand même aidé à moins fumer un peu parce que, tu sais, je voulais pas être là gelé. Fait que je fumais pareil chaque jour, mais... Tu sais, je diminuais un peu. Il y a 1 ou 2 journées que j'ai pas fumé, puis là, j'ai comme réalisé que je dormais mieux. Puis c'est là un peu que j'ai commencé à réaliser que j'avais vraiment un problème, puis que ça nuisait à ma vie et à mon bonheur, tu sais. Okay. J'étais juste malheureux à ce moment-là, tu sais. Puis pas, objectivement, ma vie allait assez bien, hormis qu'il y avait une pandémie qui tuait des millions de personnes. Ouais. Si on oublie ça... Si on oublie cet aspect-là, c'était chillos. C'est ça. Mais, tu sais, ma vie allait assez bien. J'avais été accepté à l'école, à l'ENH, j'ai des enfants, jeunes blondes, tu sais. Mais j'étais pas bien. J'étais vraiment malheureux, tu sais. Fait que ma réflexion a commencé là, puis elle s'est poursuivie au fil de mon parcours à l'ENH. Ouais, c'est ça, comment ça l'a permis l'ENH de faire justement évoluer cette réflexion-là. Ben, en fait, ça a été comment ton passage à... Parce que là aussi, on va pas se mentir, t'as fait partie de la cohorte d'auteurs COVID. En fait, là, il y en a plus qu'une, en fait. Là, ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Mais la cohorte maudite, un peu, je pense que... Ben, la cohorte qui a connu le début en COVID, qu'on pensait que la fin, ça allait s'améliorer, puis finalement, ben, pas tant que ça. Fuck all. On l'a vécu jusqu'à la fin. J'ai même manqué la cérémonie de diplôme parce que j'avais la calice de COVID. Genre. Oh non! Il y a 1 mois et demi, genre, jusqu'à la fin. Là, merde! C'est épouvantable. Mais moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup... tu sais, je pense que ça m'a beaucoup affecté. J'ai suivi quand même plusieurs cours vraiment blastés, là, tu sais. Chez nous. Ouais. Oh shit. J'étais complètement déprimé, puis j'aimais pas ça être sur Zoom. Je pense que c'était pas à cause de l'école, là, c'était juste j'aimais pas ça. Puis c'était rough, c'était vraiment rough. Mais cela dit, il y a eu un côté très positif. Pour faire une histoire courte, j'ai écrit un roman de science-fiction entre-temps, dans le fond, là, entre Glockenspiel puis mon arrivée à l'ENH. Puis le manuscrit a été refusé par mon éditeur. Okay. Puis ça m'a vraiment donné un coup. Puis ça, c'est arrivé genre en novembre 2021. Enfin, ça faisait peut-être 2 mois qu'on avait commencé l'école. Puis ça a vraiment été ça qui m'a donné un coup parce que j'ai réalisé que le roman était poche. Puis je comprenais pourquoi que l'éditeur avait dit non. Puis c'est parce que je fumais trop de weed. J'étais en train de tuer ma capacité d'écrire, dans le fond, parce que j'étais tellement toujours blasté puis fatigué, en fait. Même quand j'étais pas gelé, j'étais tellement fatigué de ma consommation que j'arrivais pas à créer, tu sais. Fait que j'ai livré un manuscrit qui était, à mon avis, au final, tu sais, à rebours, vraiment pas à la hauteur. Puis mon éditeur a bien fait de me le dire, tu sais, comme... C'était pas un bon roman, tu sais. Mais ça m'a donné un choc, tu sais. Moi, j'essayais de m'établir comme artiste. Je venais d'arriver à l'ENH. C'est sûr que j'ai vécu une petite crise à ce moment-là. Mais, tu sais, avec la démarche, tu sais, avec Antonio Dilala, notre professeur de français, m'a vraiment aidé là-dedans. Tu sais, il m'a comme vraiment dit, tu sais, tu commences ton parcours, puis cherche en toi, tu sais, ton roman de science-fiction, t'es vraiment à l'extérieur de toi. Cherche en toi, t'as envie de parler de quoi, tu sais. Puis pas longtemps après ça, j'ai décidé d'arrêter de fumer, tu sais, parce que là, j'étais vraiment... C'était ça, ou le burn-out total. Ouais. Puis je me suis dit, ben ça y est, j'ai trouvé mon sujet, tu sais. C'est ça, j'ai envie de parler de weed. C'est à l'école que t'as fait. C'est à l'école. Que l'école, que l'idée a germé. Ouais, vraiment. Va parler de ma consommation. Vraiment. Puis tu sais, je trouvais aussi que c'est un sujet qui se portait assez bien quand même à l'humour, tu sais, ironiquement, parce que tu sais, je suis pas accro, tu sais, sans vouloir hiérarchiser puis dire cette dépendance-là est pire qu'une autre. Je pense quand même que tu sais, j'étais quand même fonctionnel entre guillemets, tu sais, bon, fait, je me disais, je pense que s'il y a un sujet qu'on peut parler de dépendance puis le faire de façon un peu légère, ben, je pense que c'est celui-là. Ouais. Fait ça me tentait d'utiliser mes nouveaux super pouvoirs appris par Luc Boilly.
mes règles de 3 puis mes renversements, ça me tentait de les mettre. Pour pouvoir faire rire le monde par rapport au fait que je suis dépendant au weed. Exactement. Mais le pire, c'est que tu me dis ça, puis moi, d'un point de vue extérieur, parce qu'à l'école, on se jasait un peu, mais puis je trouve ça quand même intéressant parce que je pense que c'est ça qui est vraiment fascinant dans ton histoire, c'est le fait que t'étais justement dépendant, mais 100% fonctionnel. Moi, je te voyais aller dans la vie de tous les jours, puis tu me dis que t'étais blasté dans des cours. Jamais que je l'ai remarqué, ever. Jamais que j'ai... Tu sais, mettons, je m'étais fait dire « Ah ouais, Phil, il fume beaucoup. Mais dans ma tête, c'était comme « Ah ouais, comme j'ai connu du monde au cégep qui fume beaucoup, puis que c'est comme... C'est correct, là, ils vivent. Mais quand même de quoi d'intéressant de réaliser que pendant que de face, ça a l'air d'une addiction qui est super facile, quand actually tu vas dans la vie de la personne... C'est rough. Exactement. Puis tu sais, je pense que des fois, tu sais, ça, ben, tu le dis vraiment bien, c'est que de l'extérieur, j'avais l'air de tout avoir un peu. Tu sais, j'étais ben, tu sais, pas tout avoir, je sais pas, mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'étais à l'ENH, je faisais ce que j'aimais dans la vie. Puis même que, tu sais, dans les auteurs de l'ENH, t'étais quelqu'un qui avait été édité avant, qui avait travaillé dans des journaux, tu sais, qui avait une expertise. C'est ça, tu sais, j'étais, je pense que ce que Guillaume essaie de dire, c'est que j'étais nettement supérieur à ma cohorte. Il était vraiment bon. Ouais, c'est ça, je comprends pas pourquoi j'ai pas gagné la bourse d'excellence. C'est Jean-François. Parce que t'étais pas là pour la recevoir. Ouais, c'est ça, exactement. Il voulait imagine, finalement, c'est à toi qui voulait donner, puis en fait. On voulait donner à Jean-François Simard à la place. Que d'ailleurs, Jean-François Simard, si vous êtes humoriste, là, engagez-le. Excellent auteur. Qui est fort, ce gars-là. Vraiment, puis surtout pour écrire de la scène, c'est une bête d'écriture humoristique. Là. Je suis comme pas digne d'être son ami, là, genre. J'arrête pas de dire ça. Mais oui, donc shout-out à Jean-François. Ouais. Ben ouais, hey, on est reparti là-dessus parce qu'on a acheté une invitée spéciale que vous avez déjà vue auparavant. Tu vas être notre chroniqueuse politique au podcast. Ça va être nice. Parce que c'est ça, là, on parlait de mouvance sociale puis toutes ces affaires-là. Puis là, t'avais un point... Parce que là, ben, si on l'entendait, là, on l'entendait de genre fucking loin. J'ai expliqué dans le fond que comme tout ce qui est... Ben, on dirait que tout changement ou tout mouvement meurt rendu à l'Assemblée nationale. Comme si... une fois que tu arrives dans la grande ligue, il y a des choses qui peuvent plus se dire. C'est comme quand tu cries dans la rue, c'est correct. Mais une fois que tu arrives à l'Assemblée, là, c'est genre non, là, on est en costard-cravate. Puis on comme gère ça le style d'affaire des costards-cravates, là. Ça, c'est tellement le drama politique qui m'a fait le plus... On dirait que c'est la plus petite affaire qui m'a fait le plus décrocher au monde. C'est quand la fameuse affaire du hoodie de Catherine Dorion, là, que là, c'était comme... OK, vous allez vraiment chier sa fille juste parce que matin a décidé de pas porter un complet, là. Vous êtes sérieux, là. Je pense que, tu sais, les structures de pouvoir, tu sais, ce que tu disais, Emmanuela, tu sais, que sur les mouvements qui arrivent, je pense que le hoodie de Catherine Dorion représente un peu ça, tu sais. Dès que, tu sais, l'Assemblée nationale est une structure de pouvoir traditionnelle, tu sais, peu importe là, la fierté qu'on en a, puis tu sais, moi, je suis super nationaliste, puis je suis fier de l'Assemblée nationale dans le sens symbolique, mais dès que tu arrives là, tu sais, il n'y a aucune révolution qui va se faire à l'Assemblée nationale. Elle va se faire dans la société civile, elle va partir là. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un mouvement part ou une idée un peu radicale, mettons, part ou naît dans la société, atteint les cercles de pouvoir, est complètement diluée, tu sais, à chaque fois. Puis on parlait durant la pause des frais de scolarité, quel bon exemple, où il y avait des centaines de milliers de jeunes mobilisés pendant 6 mois, pour résultat, ça a été l'indexation des frais de scolarité, genre. Alors que c'était de la gratuité scolaire, ce qui aurait absolument pas ruiné le Québec. On est amplement capable de payer ça. Là. On a trouvé magiquement 10 milliards pour un pont, un tunnel à Québec. Ça coûterait 1% de ça, la gratuité scolaire. C'est ça, c'est une idée qui faisait peut-être pas consensus, je n'irais pas jusqu'à dire jusque-là, mais les gens concernés, il y avait un consensus clairement que la gratuité scolaire aiderait. Ça, malgré toute la force de ce mouvement-là, ça a comme accouché d'une souris un peu, tu sais. Comment ça se fait, tu sais, que le plus important mouvement social des 40 dernières années au Québec, ou à peu près, ait finalement eu si peu d'impact. Au final, aujourd'hui, Jean Charest, il se pétait les bretelles la semaine passée en disant... Ouais, finalement, c'est exactement ce qu'on proposait. T'sais, les frais de scolarité sont rendus aujourd'hui en 2022, là où on voulait les avoir. Exactement. Puis, tu sais, ça encourage tellement de choses négatives. Ça encourage l'élitisme des études supérieures. Ça encourage le principe d'inégalité sociale après. Tu sais, le principe que, comme, bon, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai dans le sens que tu peux faire une carrière sans nécessairement avoir des grandes études, mais c'est beaucoup plus facile quand tu as des études supérieur d'en rentrer dans certains domaines parce que... Puis surtout des domaines de pouvoir. Oui, mais surtout parce que tu as un bac et une maîtrise, on dirait, c'est comme un billet VIP, tu sais, de genre, ben t'es à l'université, fait que nécessairement, concrètement, t'es plus intelligent que tout le monde. Ce qui est pas tout le temps vrai. C'est ça, puis t'es comme, ben pas nécessairement, tu sais, je veux dire, il y a du monde
qui sont pas les plus brillants qui ont réussi à l'université. C'est pas nécessairement les meilleurs socialement aussi. C'est pas parce que t'as eu des A+ à l'école, t'as des bourses, puis tout ça, que ça fait de toi quelqu'un qui est comme street smart puis qui est capable de gérer dans la société. Là. Tellement. Puis je trouve qu'il y a un phénomène qui est quand même fascinant, qui est tous ces fondateurs ou créateurs, disons, de nouvelles idées qui ont drop out au collège aux États-Unis, mettons, qui n'ont même pas fini leur collège. Puis on regarde ça, puis on est comme, mais comment ça se fait qu'il y a plein de ces gens-là qui avaient clairement des choses à amener à la société, qui n'ont pas trouvé leur place dans le système d'éducation? Ouais. C'est pas normal, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Puis l'autre chose aussi, je trouve qu'on porte vraiment pas tant d'importance à l'éducation que ça au Québec. T'sais, on a été la dernière province ou une des dernières provinces à avoir un ministère d'éducation, puis ça paraît. Là. Ah ouais? Ben moi, j'ai... C'était le cégep, c'était pour régler le problème d'analphabétisation, puis un paquet de problèmes d'éducation, parce qu'au Québec, on avait toute l'éducation de fermier. Puis comme, mettons, pour les femmes, les seuls emplois que tu pouvais faire, puis ça, c'est grâce... au bon vieux féministe québécois qui n'existait pas. Mais tu avais le principe de tu pouvais être secrétaire ou étudiant ou prof au primaire. Pour les hommes, tu pouvais être médecin, avocat, politicien, puis c'était pas mal tout. Fait que ça aussi, c'était un gros problème au Québec. Là. C'est pour ça que le Canada anglais nous voyait comme bande de fermiers, mais d'une certaine manière, c'était kind of on était une bande de fermiers, clairement. Lord Durham avait raison. Wow! Tu vois, je pense... Là, je viens tellement de fâcher tout le monde qui est nationaliste, là. Je viens de prendre leur opinion. Tout le monde qui est dans le studio. Oui, ben, ça s'est ressenti. Moi, je pense que c'est mon moment pour quitter l'entrevue. Mais pour vrai, je pense que ces impacts-là, on les sent encore aujourd'hui. Je pense que l'impact intergénérationnel de ce retard-là se fait encore sentir pour les Québécois francophones. On dévalue beaucoup l'éducation, sans vouloir bâcher les gens qui travaillent là-bas. À l'école de ma fille, tout le monde est de bonne foi, là, les profs, la direction, tout le monde, c'est des gens au grand cœur. Mais l'institution, mettons la commission scolaire ou le centre de service machin, là, je sais pas comment ça s'appelle à cette heure, de Montréal, c'est insupportable. C'est une structure qui est abominable, qui devrait être abolie. Toutes ces structures-là servent à rien. Tout ce qu'on devrait faire, c'est construire les plus belles écoles au monde. Je comprends pas pourquoi on n'a pas les plus belles écoles au monde. Puis qui sont capables de se gérer. Puis qui sont capables de se gérer toutes seules. Moi, ça me fait capoter. Le ministère de la Santé, tu l'abolis demain matin puis tu donnes de l'argent aux hôpitaux. Là, le système roule pareil. Ouais. Je veux dire, oui, tu as besoin d'un peu de coordination, mais la gestion top-down, ça marche pas. Puis surtout, pour des sujets comme l'éducation, il y a tellement de choses. Moi, dans la cour d'école de ma fille, il y a une roulotte. Puis il y a des enfants qui font pratiquement toute leur scolarité dans cette roulotte-là. Ils passent plusieurs années à l'extérieur de l'école, sont dans un parking, sont dans la cour d'école. C'est genre une classe installée dans la roulotte? Oui, c'est comme mettons une roulotte de construction. Tu sais, le chantier de construction, des roulottes. C'est sûr qu'à l'intérieur, c'est plus beau, là. C'est des beaux planchers, puis ils ont quand même fait une belle job. C'est une très belle roulotte de construction. Mais ça reste une roulotte, tu sais. Puis, tu sais, tu fais pas partie d'un milieu de vie, là. Tu croises pas tes collègues à la pause. Imagine l'hiver devoir mettre ton manteau pour aller à ton cours de mathématiques. Ouais. Ça arrive. Puis on tolère ça, là. Comme là, en ce moment, au Québec, il y a plein d'écoles qui planifient l'utilisation de roulottes dans 2, 3 puis 4 ans. Écoute, en face de la maison d'un de chez mes amis, sur la jeunesse, il y a une école qui a été refaite. Puis là, il y avait un toit vert, un projet de toit vert, puis une espèce d'atrium quand tu t'arrivais avec de la vitre, c'était super beau. Le ministère a dit, ou en tout cas, une des 1000 structures au-dessus de l'école est arrivée, puis a dit non, vous en enlevez ça, ça va coûter, mettons, je dis n'importe quoi, mettons 40 millions, nous, votre budget, c'était 35. Puis là, ils l'ont enlevé. Puis moi, je pensais à ça, puis je me disais, quel citoyen au Québec aurait été fâché qu'il y a eu un dépassement de coût sur une école. Tout d'un coup, que l'école serait trop belle, genre. C'est ça. Qui c'est qui va dire « Hey, moi, là, je suis vraiment fâché que ça a coûté 5 millions de plus parce que l'école est vraiment belle. » Mais des ponts peuvent dépasser de des milliards de millions. Aucune limite, là. Ça, let's go. Le pont Champlain n'a pas été long, là. On l'a refait. C'est aussi le principe que au primaire, c'est une des éducations les plus importantes parce que les enfants, c'est vraiment jeune, puis il faut qu'ils apprennent à se développer en société. Puis c'est un des endroits fondateurs où tu apprends à connecter avec les individus, à comprendre c'est quoi l'éducation, c'est quoi juste comment être dans la société. Sniff pas de la colle, pendant même, tu sais. Fait que tu sais, ça fait que comme quand t'as ce genre de système d'éducation-là qui valorise des affaires de même, t'es comme... Ah non, c'est terrible. Comment ils sont supposés se développer, tu sais, à long terme? Exact. On leur donne un modèle de dire « Fais ton strict minimum, ça va être suffisant. »
Parce que c'est ça que la commission scolaire fait. Elle fait son strict minimum. Elle est obligée d'avoir un logement pour faire une classe, parce qu'elle dit, moi, je vois comme. On l'a vu venir, là. Je veux dire, il y a des démographes au Québec, là. On le sait, là, qu'il va avoir besoin d'école dans 10 ans. Dans Rosemont, mettons. Ouais. Mais là, écoute, ils ont annulé un projet d'école en face de chez nous, où est-ce que j'habite, parce qu'ils nous ont dit, vous n'êtes pas assez défavorisés dans votre quartier. Puis je suis comme, autant je suis comme, bien sûr, les écoles devraient aller en priorité aux gens plus défavorisés. Puis c'est vrai que moi, je suis dans un secteur de Rosemont, mettons, qui est plus aisé. Ça, je l'admets 100%. Sauf que la raison est complètement absurde. On devrait avoir les meilleures écoles au monde. On est parmi les plus taxés au monde. Je comprends pas pourquoi on serait pas capable, nous autres, nation de 8 millions d'habitants, d'avoir le meilleur système de santé puis le meilleur système d'éducation. Puis on n'est pas juste ça, on est en bas de la moyenne canadienne. Fait que moi, ça me fait capoter. Mais cela dit, je pense que les gens qui font partie, les professeurs, les directeurs, les éducatrices, c'est du bon monde, puis c'est des gens qui sont, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, tous de bonne foi, qui donnent... Mais on leur donne pas les moyens. C'est ça. On leur donne aucun moyen pour faire leur travail comme il faut. Les profs sont payés, genre... Je sais pas, 50 000 $ par année, ça n'a pas de bon sens. C'est un des métiers les plus importants de notre société, puis on les traite comme si c'était... Puis surtout, souvent, moi, ce que je trouve extrêmement absurde, c'est qu'ils vont souvent se faire dire quoi faire par quelqu'un de l'admin qui a jamais mis les pieds dans l'école. Qui n'est pas dans une classe. Et on dirait qu'il y a quelque chose... Même pas juste dans une classe, mais tu sais, juste... T'as jamais vu ce qui se passe dans l'école. Tu sais, comme qu'un directeur, il n'est pas obligé d'aller voir toutes les classes 24 heures sur 24, savoir ce qui se passe dedans, mais lui, au moins, il est dans le building. Ouais. Il voit ce qui se passe. Il sait c'est quoi l'entourage. Puis là, on dirait que de l'autre côté, t'as l'admin qui, eux, gèrent ça comme si c'était une game de Sims. Tu sais, comme si c'était une game de... Il y a des chiffres qui rentrent, des chiffres qui sortent, c'est comme, OK, il faut s'assurer que tout ça balance, mais au final... Ouais, c'est parce qu'on divise le côté administratif puis le côté humain, dans le sens que dans une école, les deux doivent nécessairement être en interrelation. Tu sais, c'est... Je veux dire, mettons, moi, à l'université, le meilleur endroit où, en ce moment, je peux donner des exemples, c'est justement ça, parce que j'étudie là, mais tu sais, c'est le principe que, comme l'administration comprend pas ou ne sait pas en ce moment c'est quoi, par exemple, les choses dans lesquelles on s'engage, connaît pas nos associations étudiantes, ou comme... mais que les profs, oui. Fait que des fois, c'est un peu bizarre parce qu'on a comme une... tu sais, on doit envoyer des courriels à l'administration et aux professeurs, sachant que peut-être que l'organisation des professeurs vont accepter notre demande, puis l'administration va être comme, non, ça, c'est de la calice de merde. On fera jamais ça coûte trop cher, puis t'es comme... OK. On paye des frais de scolarité insane. Niaise-moi que t'as pas assez d'argent pour faire ce que t'as de besoin. Là. Puis ça revient vraiment à ce qu'on disait tantôt, quand les bonnes idées arrivent dans les cercles de pouvoir, comme à l'Assemblée nationale, soudainement, ça disparaît souvent. Soudainement, là, on n'a pas assez d'argent. Puis moi, cet argument-là me fait capoter. Là. On n'a jamais pas assez d'argent. On a de l'argent. Il y a peut-être aucune société de l'histoire qui a été aussi riche que nous autres. Genre, mettons en Amérique du Nord. On va mettre ça au sens large. Là. Mais on en a de l'argent. On ne sait plus quoi en faire. Là. Je veux dire, on envoie 500 $ à tout le monde là, pour combattre l'inflation. Là. Elle est apparue d'où cet argent-là? On en a de l'argent. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté politique. J'ai l'impression que si François Legault arrive demain et dit « Moi, je fais campagne sur l'éducation », il ne se fera pas élire. Les gens ne vont pas porter attention à ça, ou en tout cas, ils vont dire comme... Prenons... Tu sais, c'est pas comme... Je sens pas que c'est viscéral chez les gens, tu sais. Puis je sens pas que c'est comme... Peut-être que moi, c'est parce que là, j'ai des enfants qui sont à l'école que là, je me sens... Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui intéresse tant que ça les Québécois. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être pris un peu pour acquis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on dirait que c'est comme le système d'éducation? On est content quand c'est pour envoyer nos kids, mais après, quand c'est de le préserver, de l'améliorer, on est comme... Mais c'est aussi le maillon le plus faible, dans le sens que, comme... Ouais, je pense que c'est pris pour acquis de base, juste parce que, comme... C'est genre, mais... On va à l'école. Puis surtout que c'est ça, surtout que nous aussi, on n'a pas le stress, mettons, des Américains de tu sais, ton école, quand tu vas, tu y vas parce qu'il y a une facture qui vient avec. Là. Ben, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est que, tu sais, moi, là, ce que je veux dire, c'est un peu paradoxal parce que moi, je suis allé au secondaire à l'école privée. Okay? Cela dit, je pense que ça explique quand même un peu la désaffection. C'est que, disons, l'élite sociale du Québec ne va pas à l'école publique. Fait que c'est ces gens-là qui sont élus à l'Assemblée nationale. François Legault est millionnaire, ses enfants ils vont pas à l'école. Ben là, je le sais pas. Ouais, là, mais disons de façon générale, les enfants de l'élite. D'opportunités, mettons. C'est ça. Parce que, mettons, moi, j'ai passé toute ma scolarité au privé. Comme mes parents ont eu l'opportunité de nous envoyer à des écoles privées tout le long. Puis c'est ça qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des bénéfices dans le sens que tu fais partie de l'élite. Genre, les gens avec qui tu es dans la classe, tu sais que plus tard, quand tu vas les rencontrer dans un café, ils vont être avocats, ils vont être dans des strates vraiment très élevées de la société, ce qui fait que, de base, puis tu réalises pas, mais de base, au primaire, au privé,
tu es déjà avec la section de personnes qui ont un avenir, que comme eux, c'est clair que à cause de daddy puis mommy's money, tu vas forcément arriver quelque part. C'est pas nécessairement parce qu'ils vont te donner de l'argent, mais c'est plus, ils ont vraiment investi dans des écoles qui sont privées, qui ont des programmes, qui ont des bourses, que blablabla. Puis ça veut pas dire que les écoles publiques sont moins bonnes, là. Ça veut juste dire qu'il y a tellement peu de ressources dans le système d'éducation québécoise que la meilleure façon de faire en sorte que ton enfant puisse se développer, c'est d'aller au privé. Sauf que techniquement, il faudrait que comme, le système d'éducation soit partout pareil. On veut que la population entière soit bien éduquée. Ça me fait penser, quand j'ai parlé du PEI avec Alec Pronovo, il y avait un peu sur un plus petit aspect cette affaire-là de le PEI, c'est un programme où est-ce que tu payes un supplément pour avoir des cours, tout ça, pour avoir un baccalauréat international, des affaires de même. Puis l'affaire que j'ai réalisé tout le long en fait de mon parcours quand j'ai fait ça, le programme d'études internationales, moi au final, j'ai pas vraiment réalisé ce que j'ai eu de plus que là-dedans. Et l'argument qu'on me sortait beaucoup, c'était « Ouais, mais ça t'a mieux préparé pour le cégep. » Mais le fait que ta mère investisse un peu plus, ça t'a mieux préparé pour le cégep. Mais je suis comme « Mais ça devrait pas être ça pour tout le monde, genre. On devrait pas préparer tous les jeunes du secondaire à aller au cégep. Là, t'es en train de me dire que faut que tu payes parce que sinon, régulier... on s'en calisse un peu qu'après tu passes à la prochaine strate, genre. Exact. Puis moi, ce que je trouve aussi, c'est que si, mettons que tu essaies d'en passer une petite vite à des parents riches et puissants, ils se laisseront pas faire. Ils vont s'organiser. Mettons que tu essaies de fermer leur école pendant 6 mois pour la réparer ou je sais pas quoi, puis que là, tu vas envoyer leurs enfants à 3 km de là, puis ils vont s'arranger pour que ça se passe pas. Alors que si tu t'attaques à... pas tu t'attaques, mais si tu t'essaies de passer le même petit tour de passe-passe à une école où les familles, tu sais, c'est des familles monoparentales dans Hochelaga, ils ont pas le temps, là. Ils n'ont pas le temps là, de faire un comité. Puis ils n'ont pas le choix. C'est ça, ils sont comme, sinon on va faire quoi? Genre, on va les envoyer où, nos enfants? On va les mettre dans notre propre petit trailer. C'est ça. Alors que le parent riche, à la limite, il peut dire m'engager un tuteur, là, ultimement, ou il peut l'envoyer à n'importe quelle école ou à peu près, je caricature, mais c'est une inégalité qui est comme tellement fondamentale, puis je comprends pas que ça choque pas plus que ça. Après ça, moi aussi, je suis allé au privé, au secondaire, fait que je suis conscient un peu de la position dans laquelle je me trouve, mais moi, je pense que dans un monde idéal, on donnerait les mêmes moyens à tous les élèves, puis même les élèves qui sont défavorisés, techniquement, devraient avoir plus de moyens. Exactement. Moi, je suis du public. Je suis un homme du peuple. Mais là, il y a une affaire que je me demande, parce que là, on a beaucoup parti sur la chire de « ça va mal au Québec », puis je pense qu'on... Mais je me demande, tu sais, on parlait de la politique par rapport au mouvement social. Y a-tu... Puis là, ça va vraiment être très théorique, là, on n'a sûrement pas de réponse à ça, mais... Y a-tu une manière de ramener ces affaires-là ensemble, de ramener ces pouvoirs-là ensemble, puis d'un peu moderniser justement l'Assemblée nationale, d'être capable de se faire plus écouter, ou on est un peu dans une situation où it's kind of lost? Moi, j'ai un rêve qui arrivera jamais, mais qui est un parti qui se fait élire. Mettons que on a 125 députés, fait que mettons 63 pour une majorité. Je suis en train de quelque chose de même. 126? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, 63. Ça ouais. Fait que, mettons, là, un parti qui se ferait élire sur la seule promesse suivante, nous autres, la première étape, là, ça serait, on se fait élire, on change le système de scrutin, on démissionne, puis on repart en élection. Fait que là, parce que le système actuel est complètement absurde. T'sais, en ce moment, là, François Legault va avoir genre 80% des députés aux prochaines élections si les sondages se maintiennent, c'est affreux, alors qu'il y a genre 40% du monde qui vote pour lui. Fait que déjà, en partant, je trouve que c'est complètement absurde. L'Assemblée nationale ne représente absolument pas la volonté politique du peuple. Fait que je trouve qu'une chose qui serait vraiment cool, c'est un parti qui se forme et qui dit, nous autres, vous nous élisez, on fait un projet de loi, on réforme le système de scrutin, on fait une espèce de mix, de proportionnel mix, on démissionne, on repart en élection avec ce nouveau, tu sais. Une espèce de... Je pense que ça prend une espèce de révolution tranquille 2.0. Il va falloir qu'il y ait un geste radical qui soit posé éventuellement si on veut atteindre, je pense, ces aspirations-là. Après ça, est-ce que les gens veulent ça? Est-ce que les citoyens veulent ça? T'sais, nous, on veut ça. On a un background qui se ressemble. On a des études universitaires. On est artistes. On est comme... Est-ce que tout le monde pense ça? T'sais? C'est ça, je pense qu'il y a comme un travail de terrain qui est difficile à faire. T'sais, les gens sont quand même... La force d'inertie est forte dans la société. Puis, ce qui existe quand t'es né, c'est très difficile à changer. T'sais, les gens vont dire, ben moi, c'était comme ça, puis regarde, je suis correct. Il y a comme une espèce de défi d'imaginer... un monde, tu sais, tout est possible. On pourrait décider d'avoir la société qu'on veut. C'est juste que ça prend la volonté sociale puis politique pour le faire, tu sais. Fait
Je sais pas, des fois je me prends à rêver qu'il y a quelqu'un qui se fait élire pour une promesse. Ouais, genre d'élection kamikaze. Genre, je m'en viens, je pète le truc, puis après je m'en vais. Je fais une constitution, mettons. Moi, nous Élysées, on fait une constitution. Je pense que Québec solidaire, c'est ça leur plan. Là, mettons qu'ils prenaient le pouvoir, hypothétiquement. Là. Ils feraient une assemblée constituante, puis là, qui rédigerait une constitution du Québec pour repartir en élection, un an après, là, sous la nouvelle base politique du Québec. Mais je pense que pour pallier à ça, c'est mon rêve à moi, c'est que dans les écoles, encore en parlant d'éducation, on ait une éducation politique qui est infiniment meilleure que celle qu'on a. Ouais. Parce que je veux dire, moi j'étudie en politique, en études internationales, veux pas, moi je connais tout le système, genre je sais comment ça fonctionne, fait que quand je regarde à la télé, j'écoute TVA, whatever, je sais de quoi on parle, mais je peux demander à quelqu'un qui n'a pas fait mes études puis qui est brillant pareil, est-ce que tu sais c'est quoi notre mode de scrutin au Canada, ou est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le Parti libéral au Québec par rapport au Parti libéral du Canada. Puis souvent, la distinction, on sait pas. Puis comme on vote pour des gens, puis souvent, c'est soit « Ah ben mes parents ont voté de même » ou « Ah si, les libéraux, on s'en calisse, on peut-tu avoir du neuf, puis on va voter pour quelqu'un d'autre. » Moi, mon rêve, ce serait vraiment que comme dès le secondaire, on nous apprenne les différentes idéologies, les différentes façons de se placer politiquement, pour qu'ensuite, en tant qu'adulte, on ait une forme d'indépendance politique, parce que là, vraiment, on se fait comme mettre sur le dos tellement de choses. Juste le principe de décret pendant la pandémie de François Legault. Ouais. S'il y avait plus de personnes qui avaient compris le principe du paternalisme, comme là, on a vécu un deuxième Maurice Duplessis, là, on s'entend comme quelque chose de très moderne, mais qui ressemble pareil à ça. Là. Il s'attaquait pas aux syndicats, mais il s'attaquait à la population, puis aux soins de santé, puis whatever. Fait que c'est vraiment de... Si la population avait pu voir ça... Tu sais, on parle pas de conspiration, là, on dit pas genre... François Legault, il essaie de contrôler le Québec. Oui, c'est ça. On essaie juste de dire, il faut qu'on soit plus critique. Tu peux pas juste décider que ton leader, parce que c'est ton leader, il peut faire ce qu'il veut. Mais est-ce que tu trouves, toi, que... Moi, j'ai l'impression que l'école ne forme pas des citoyens critiques. J'ai l'impression que l'école forme des citoyens qui sont bons pour le marché du travail. Ah oui, ça forme des 9 à 5. C'est ça, exact. Il y a comme une voie qui existe. Puis si tu es à l'extérieur de ça, on va te mettre des bâtons dans les roues à chaque occasion pour te dire... Tu sais, moi, j'ai été... Pas de mes parents ont toujours été super appuyants, mais mettons, le système ou la société m'a toujours envoyé le message que je gagnerais jamais ma vie en écrivant. Que être auteur au Québec, oublie ça. C'est une vie de misère, puis c'est une vie de ça. Je sais pas ce qu'aurait été ma vie si j'avais suivi ce chemin-là, puis je regrette absolument pas mon passage en journaliste, j'ai adoré ça. Mais, tu sais, mettons, il y a peut-être du monde là, qu'aujourd'hui, ils font un travail qui sont malheureux, puis qui auraient aimé écrire dans la vie. Puis on leur a jamais donné l'option, tu sais. Ils ont été formés ils ont été moulés, en fait, par un système qui les oblige, tu sais, qui leur donne pas de choix, en fait, qui leur dit, tu sais, le chemin, là, c'est, t'as le meilleur bac possible ou maîtrise possible, puis là, tu vas atteindre le plus haut titre possible dans la meilleure firme possible, puis tu vas faire le plus d'argent possible. Mais est-ce que c'est ça que chaque individu veut? Je pense qu'il y a des gens qui sont ambitieux dans leur carrière, puis c'est parfait comme ça, mais c'est pas tout le monde là, qui veut avoir une carrière qui veut être Bill Gates ou qui veut devenir un grand avocat. T'sais. En fait, c'est qu'on donne le message travaille jusqu'à tes 65 ans, puis une fois que là, tu vas pouvoir toucher à tes REER, prends ta retraite, puis là, tu vas être heureux. Ouais. Puis là, Pierre-Yves McSween a tout révolutionné en disant pas besoin d'attendre à 60, 45, mon chum. Mais c'est juste le principe de on retarde le bonheur. Ouais. Mais comme moi, si j'ai envie d'être heureuse à 20 ans, pourquoi j'ai pas le droit... Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que... Non, il faut que tu rentres dans les cadres de la société, que tu fasses un certain travail, un certain horaire, pour que tu aies un certain montant d'argent. Pour que tu aies un certain moment de bonheur les fins de semaine, ou est-ce que finalement c'est pas tant un moment de bonheur parce que le dimanche il va falloir que tu récupères pour pouvoir faire tout le reste de ta semaine. Fait que ça devient comme un cercle vicieux, puis dès le moment où tu décides que non, j'en ai ma claque puis je vais faire autre chose, tout le monde est comme mais oui mais t'es sûr. Tu sais, mettons moi mes parents, c'est une des premières choses quand j'ai voulu travailler en politique. Mon père était comme, tu veux pas aller en anthropologie ou en histoire, tu sais, être prof, c'est bien. Moi, je suis comme, non, puis je dis ça à la joke à mes parents, mais je suis comme, moi, je vais devenir première ministre. Si, genre, il y a un prof de théâtre qui a réussi à devenir première ministre, moi, je vais le devenir. Fait que, genre, mais, tu sais, c'est la première chose qu'ils ont dit, ils étaient comme, ben, c'est correct, on t'encourage, mais c'est dangereux, il faut que tu fasses attention. Puis ça, le principe, c'est que la société a déjà construit, même dans juste l'idéal des parents, de comme, si elle s'en va dans un autre parcours qui n'est pas le même que ce que tu devrais avoir, ça va être difficile. Tellement. Puis le fait aussi que tu dises, c'est que c'est dangereux, ça aussi, ça me fascine. Notre notion du risque.
On est, tu sais, tantôt je disais que, mettons, dans l'histoire, il y a très peu de sociétés qui ont été aussi riches, mettons, puis dans l'abondance que nous autres, tu sais, on s'en rend pas compte, mais si je mange un kiwi que j'ai acheté à l'épicerie, je mange mieux que le roi d'Angleterre il y a 200 ans, tu sais, comme... Non, mais pour vrai, là, tu sais, je veux dire, il y en avait pas, lui, des kiwis, là. Moi, aujourd'hui, j'y accepte pas cher, c'est 1 pièce. Hey, pour de vrai, je vais tellement voir mon épicerie pas de la même manière. Je vais juste aller chercher des bananes peut-être dans le cul Louis XVI. Fuck you, Louis XVI, esti. Moi, je peux manger un ossobuco, connard. Non, mais pensez-y, tu sais, nos ancêtres, tu sais, puis je dis pas qu'ils ont fait ça là, par esprit d'aventure, là, je pense qu'ils avaient comme pas le choix, là, mais ils se sont quand même mis dans un esti de bateau, puis ils ont dit, nous autres, on s'en va, genre, de l'autre bord de l'océan, il y en a la moitié qui vont mourir du scorbut, puis il y en a l'autre quart qui passera pas le premier hiver, puis ça a donné nous autres, puis là, nous autres, 200 ans après, on est comme, ouais, mais t'es un peu, faut que je travaille, mon REER a juste 200 000 $. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, t'es comme... C'est comme un nouveau risque, mais trop confortable. Tu sais, c'est comme, t'as pas tant de risques. C'est ça, moins que la vie est risquée, moins on veut de risques, tu sais. On vit dans une société, mettons, la santé, le système de santé est gratuit, puis si tu te casses un bras, tu vas être soigné gratuitement, OK? Alors qu'il y a 200 ans, si tu t'as cassé un bras, tu pouvais en mourir. Puis pourtant, il y a plein d'explorateurs qui sont allés partout dans le monde faire ça, puis aujourd'hui, on est comme, oh, attention, tu sais, j'aimerais pas ça me casser un bras. Bien sûr, je veux pas me casser un bras. Agréable. Mais si ça arrive, je suis vraiment en meilleure posture qu'il y a 2 siècles. Chill, Pourtant, on est plus obsédé que jamais sur la sécurité, alors qu'on n'a jamais vécu dans un monde autant sécuritaire. Il y a de moins en moins de meurtres, il y a de moins en moins de crimes, la société est riche, il y a toujours quelqu'un qui va... Le filet social, mettons, au Québec, est quand même très bien fait. Si t'es malade, on va te soigner. Puis pourtant, on décourage le risque. On dit aux gens, comme tu as nommé tantôt, Emmanuela, fais le chemin, fais une job, parce que là, si t'as pas de job, puis tu vas, mettons, tu veux être politicienne, ben là, tu vas peut-être pas avoir de salaire, puis là, ben, tu serais mieux de suivre le chemin REER, liberté à 65 ans, puis prendre ta retraite. Mais tu sais, le risque est quoi exactement? Tu sais, comme ta sécurité physique est assurée par l'État déjà, tu sais, la nourriture, tu sais, je veux dire, tu vas toujours en trouver, tu vas être capable de, tu sais, ultimement, il y a une banque alimentaire qui est là pour toi, tu sais, je veux dire, plein de choses qui n'existaient pas, là, à l'époque où les gens prenaient vraiment plus de risques aujourd'hui. Mais c'est pour ça que, tu sais, je regarde notre système politique, puis des fois, je suis comme, on met tellement d'argent dans les choses, surtout, tu sais, au niveau du budget gouvernemental, on met tellement d'argent dans des trucs, puis t'es comme, ces choses-là, tu sais, on vit déjà avec, puis on est bien, puis même si c'est vrai que, bon, l'épicerie augmente, puis qu'il y a des familles qui peuvent pas nécessairement atteindre certaines choses, puis c'est sûr que, comme, on n'est pas tous très bien nantis, tu sais, je veux dire, le gouvernement québécois nous dit à quel point tout coûte cher, puis que, oui, on va faire en sorte que vous, la petite classe moyenne, vous soyez bien confortable. Mais tu sais, il y a des endroits, genre, pas très loin, là, tu sais, t'as encore des réserves autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable au Québec. T'as encore des problèmes de meurtre, de suicide, d'addiction à la drogue au niveau des Autochtones, ou par exemple, on a encore énormément un problème avec les sans-abri au Québec et tout. Tu regardes ça, puis t'es comme, me semble, on pourrait donner de l'argent, ou du moins commencer à ouvrir des services autrement. Parce que ça sert à rien de sortir un chèque de, je sais pas, 200 000 $ pour faire comme... Tiens, fais une vente, puis genre, distribue des hot dogs, puis genre, ça va faire la bonne affaire. Tu sais, c'est comme, faut... En même temps, les itinérants, je comprends, mais tu sais, les Airbnb, though. C'est hot en crise, là. Tu peux louer un appartement. Mais genre un doute sur ton téléphone. C'est cool. Mais tu sais, je veux dire, jusqu'à la semaine passée, le premier ministre disait qu'il n'y avait pas de crise du logement au Québec. Tu sais, je veux dire, c'est hallucinant. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, puis pendant Noël, il nous a fait un beau vidéo de genre, on souhaite joyeux Noël avec son grand piano dans sa très grande maison. C'est ça, tu sais. Puis, une autre affaire, là, on parlait, ça me fait penser, tu sais, les amendes. Tu sais, pendant la pandémie, là, c'était les amendes. C'était 1 500 $ d'amende si tu faisais pogner. Je m'excuse, mais 1 500 $ d'amende, ça a vraiment moins d'impact. Le bonhomme qui gagne 500 000 $ par année, là, tu peux y en donner à chaque jour des 100 500 $. Il va sortir pareil. Il va lécher, c'est ça, il va dire mentir. Mais ça, c'est en fait, j'avais vu un moment donné sur Internet, je me rappelle plus comment c'était wordé, mais c'était quand même drôle. C'était justement, tu sais, quand tu punis quelque chose uniquement par une amende, finalement, tu le punis pas, tu donnes un prix à ça, genre. C'était pas wordé exactement même, mais c'était vraiment comme... Fait qu'au final, ça devient genre, tu as le droit de faire ça. C'est juste si tu payes ça à chaque fois. Ça, exact, c'est que ça s'applique juste aux classes populaires, en fait, à l'eau. Exactement. Si tu l'amendes. Puis c'est le principe que juste, t'apprends rien. Tu sais, mettons, le premier confinement, là, comme mes parents sont dans la santé, fait que je connais assez bien ça, parce que je me suis fait marteler ça pendant toute la pandémie. Mais genre, mettons, le premier confinement, où il y a eu ce premier... comment on appelle ça? Confinement. Le couvre-feu. Couvre-feu. Il y a eu le premier couvre-feu.
On essayait des trucs, parce que l'OMS disait que comme, bon, ça avait fonctionné en Europe. C'était pas le premier confinement, c'était le deuxième qui a eu le couvre-feu. OK, ben, le premier couvre-feu, je parle. Mais premier couvre-feu, premier couvre-feu, tu sais, on l'a essayé parce qu'on s'est dit, bon, ben, l'OMS a dit que ça fonctionnait, puis il y a des endroits où ça fonctionne. Fait que c'est la santé publique qui a donné l'idée de, on va essayer, tu sais. Puis ça a fonctionné d'une certaine manière, parce que comme, oui, effectivement, il y a moins de gens dans les rues et tout, puis c'est pas grave. Mais le fait qu'on donne des amendes, ça apprend rien à la population. Tu sais, je veux dire, moi, je sais que ça sort de l'OMS, puis genre, moi, je sais que le système de santé se porte mieux grâce à ça. Mais comme la personne lambda qui a pas accès à la littérature médicale, qui s'en calisse. Qui s'en calisse totalement, il comprend pas pourquoi on fait un couvre-feu, genre. Fait que ça fait juste que c'est ben de la frustration. Puis à la fin, c'est juste genre, ben, j'ai juste à payer la crise d'amende, là. C'est pas si grave. Alors que comme l'impact, c'était pas le premier, parce que là, après le deuxième, c'est une calice de joke de la part de Legault. Ouais. Mais tu sais, le premier, t'es comme, ben, il aurait dû, tu sais, mettons, on aurait dû mieux informer la population. Ouais. Puis malheureusement aussi, la pandémie nous a appris que la politique, ça a plus d'importance. Parce que, tu sais, quand t'as vu Horacio Arruda au début, qui était comme directeur de la santé publique, puis qui était comme, bon, on va expliquer les affaires, tout va être bien. Puis progressivement, il y avait moins de minutes jusqu'à temps où il était juste plus là. Puis t'avais Christian, genre, puis t'avais Geneviève qui était à côté. Tu sais, t'es genre, fait que c'est plus l'intérêt politique qui passe. Ben ouais. Puis c'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise, c'est son boss qui est à côté de lui, ultimement, tu sais, quand il était directeur national de la santé publique, tu sais, François Legault, ultimement, il relève de lui, les rôles sont pas séparés, tu sais, c'est un fonctionnaire, tu sais, fait le chef des fonctionnaires, ben c'est lui, tu sais. Devoir parler quand ton patron est juste à côté de toi, c'est tout le fun. C'est ça, fait que moi, ça me faisait capoter qu'on parlait de la science comme si c'était... Tu sais, j'étais comme moi, mais tu sais, François Legault, il choisit la science qui fait son affaire. C'est ça, c'est une alternative, genre. Mais c'est comme c'est pas une alternative. Dans la situation, surtout au début, où comme c'était super précaire, puis on avait le monde mourait en CHSLD, puis on savait pas quoi faire. Ouais. Ah, puis la réaction des... Écoute, je sais pas si vous avez vu passer l'affaire de la présidente du CIUS qui a appelé le 911 après au CHSLD Aaron, dans l'ouest de l'île. Il y a eu comme ça a été une affaire épouvantable et tout. Okay. Puis quand ça a été comme découvert, la réaction de la présidente du CIUS, qui est une espèce de gogos acronyme qui chapeaute les CHSLD, a appelé le 911 durant la nuit. Puis là, au départ, quand ça s'est su, c'était comme « Ah, mais nous, tu sais, on a vu qu'il y avait beaucoup de morts, puis on pensait qu'il y avait de la négligence criminelle, donc on a appelé la police. » Puis tout le monde était comme « Ah, ben, tu sais, vous avez bien fait quand même. » Sauf qu'on a appris le mois dernier que sur l'appel, il y avait une agence de communication qui s'appelle TACT, qui est une agence de com de Montréal, qui avait scripté l'appel, puis qui écoutait. Puis qu'en fait, tout ça, c'était pas tant pour dire il faudrait vraiment que la police enquête, c'était plus pour laisser une trace, pour se backer, pour dire si jamais il y a une commission d'enquête, on va pouvoir dire qu'on a appelé le 911. Wow! Et ça m'a fait capoter. J'étais comme, pendant que les gens mouraient dans le CHSLD, la présidente du CIUS, dont ces gens-là est directement responsable, elle, ce qu'elle faisait, elle n'était pas en train de prendre des températures, elle était en train de sauver ses arrières. Elle n'était pas sur le plancher en train d'aider ses employés. Tout n'est que mascarade. C'était une mascarade. Depuis le début, ce podcast-là est scripté. Non, et vous le saviez pas. Tu sais, les conspirationnistes, là, ils parlent du 5G, puis je suis comme, arrêtez, il y en a des vrais conspirationnistes. Il y a des vrais complots. Plus, exact, qui sont tellement plus intéressants, tu sais. Puis ça, on a le tape, là, on l'entend, on peut le savoir que ça existait, tu sais. Fait que, voilà. Ouais, ben, je suis content. Vous avez vraiment une belle conversation. Je pense qu'on est sur une cédule, puis il faudrait qu'on rappe. Ah, ok, ouais. Ben, je vais closer ça sur le fait que rien n'est vrai. Que tout est faux et que vous pouvez vous inscrire à mon parti politique qui est le parti pour les gens cool, le PGC, j'allais dire le PGQ, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça l'acronyme. Et surtout que je suis vraiment content d'avoir reçu mon invité, Philippe Meilleur. Allô tout le monde, bonjour. Philippe, merci beaucoup, encore une fois. Ça fait vraiment plaisir, mon Dieu, on a tellement parlé de politique, je suis vraiment content, c'est un sujet qui me passionne. Puis, c'est vraiment intéressant, c'est une belle conversation. Oui, avec co-animatrice surprise, Emmanuelle Aproux. Et fait que là, si on veut suivre tes projets, premièrement, si on veut acheter ton nouveau livre, 420 grammes, on le trouve où? Bon Dieu, dans toutes les bonnes librairies, partout, vous pouvez l'acheter sur le site de Cardinal aussi, qui est mon éditeur, vous pouvez passer là, mais dans toutes les librairies. Puis sinon, je plug tous mes projets. Ben oui, tu peux plugger tes affaires. Ben oui, plug ce que tu veux. J'ai fait le journal satirique Le Navet, qui est davantage sur Instagram ces temps-ci. Fait que si vous voulez vous abonner au Instagram, c'est toujours cool. Je fais beaucoup de stories, j'aime bien ça. Puis sinon, j'écris à la radio pour à la semaine prochaine. Fait
Fait que mais faut pas tellement me suivre, là, vous savez pas quel sketch j'ai. Mais vous pouvez écouter à la semaine prochaine. C'est ça, vous pouvez l'écouter. Fait que c'est pas mal mes projets ces temps-ci. Là. Super, let's go. Ben écoute, merci beaucoup. Ça a été un super bel épisode et vive le PGC. C'est ça. Ah non, non, faut que j'en fasse une mauvaise. Tip top cool.